Merci à toutes et à tous d'être présents pour cette table ronde. Bonjour. Filmer le pouvoir politique et sa conquête. On a la chance autour de ces deux tables, mais de cette table ronde, d'avoir un panel à la fois passionnant et très divers, aussi divers en tout cas que ce sujet est vaste. En exercice ou en campagne, le pouvoir politique crée à la fois ces images et ces histoires, et la télévision, le cinéma, la fiction, le documentaire, la série s'emparent de plus en plus de ce pouvoir politique, de ces images, de ces histoires. La question est de se demander quelle distance on a par rapport à la réalité, quelle position en tant que metteur en scène de documentaire ou de fiction on prend. Et la production audiovisuelle est vraiment riche, la preuve autour de cette table. Nous avons du coup Fabienne Servan-Schreiber, productrice et présidente de Ciné TV, qui avec énormément de formats traite de la politique depuis du coup la fondation de Ciné TV 1982. Voilà, merci d'être présente. On a ancienne. Et avec du coup une expérience qui a permis de traiter à la fois les 10 ans du coup d'État de Pinochet, l'esclavage, l'embrasement des banlieues en 2005, la Commune plus récemment, l'anniversaire de la Commune, et puis Parlement dont nous allons plus particulièrement parler aujourd'hui sur le Parlement européen, une série fiction. Nous avons Anna Mouglalis, je saute, Yves Geland va arriver bientôt, mais du coup... Il n'est pas là encore. Peut-être arrivera-t-il au moment des présentations. Anna Mouglalis, du coup, comédienne de théâtre, actrice de cinéma. Vous êtes dans Baron Noir, Amélie Doran 2, première secrétaire du Parti socialiste et puis première présidente femme de la République. Et vous serez bientôt, du coup, à l'affiche de En même temps de Benoît Delépine et Gustave Kervern, que nous allons découvrir ce soir. Bonjour Yves. Bonjour, et mille excuses. Mais aucun problème. Du coup Yves, vous êtes réalisateur. Et soufflez comme moi. Moi aussi je vais prendre le temps de souffler un peu. Voilà. Oui, je suis réalisateur. Super. De documentaires cinéma en ce moment, depuis quelques années. Mais vous avez aussi énormément filmé le politique, en campagne ou en exercice, à plusieurs échelons, municipal à la campagne, à Paris, en région, la campagne présidentielle, François Hollande en exercice à l'Élysée. Donc, voilà, vraiment, vous avez été au plus près de ce pouvoir politique, ou en tout cas à la distance que vous avez jugée la meilleure. Thomas Kruithoff, bonjour. Vous êtes réalisateur et scénariste des Promesses, qui est sorti en janvier 2022, cette année, et aussi des Mécaniques de l'ombre, qui est également sorti en janvier d'une année électorale. Donc je ne sais pas si vous avez un agenda particulier. Il est sorti en 2017. Voilà, c'était la petite... J'aurais aimé aller plus vite pour tout ça, hein. Mais voilà, je n'ai pas du tout calé... Et du coup, Les Promesses, qui est une fiction politique au niveau municipal. Rebecca Zotowski, bonjour. Vous êtes scénariste et réalisatrice de plusieurs films qui semblent éloignés au départ des Sauvages, mais qui finalement ne le sont pas tant que ça. Les Sauvages, qui est du coup la série Canal+, qui est sortie en 2019, et dont nous allons parler plus particulièrement aujourd'hui. Je m'embrouille. C'est pas grave, c'est bon, elle est finie. Pardon. Éric Benzekri, bonjour. Vous êtes scénariste et co-créateur de la série Baron Noir, avec Jean-Baptiste Delafont, qui est aussi du coup le co-scénariste des Promesses. Il est partout, incroyable. Et du coup, pour vous, les arcanes de la politique ne sont pas si étrangères que ça, vu que vous avez fait partie du cabinet de Jean-Luc Mélenchon et de l'équipe de Julien Drey. Et en fait, vous n'êtes pas le seul qui avait survécu à ce milieu, vu que Yves Geland a également été militant et candidat pour le PS. Donc en fait, politique et cinéma se mêlent davantage que ce qu'on pense à cette table ronde. Et puis Mathieu Sapin,
notre dernier intervenant, auteur et dessinateur de bande dessinée. Notamment, vous avez suivi François Hollande en campagne, en exercice également à l'Élysée, où vous avez croisé Yves Geland. Vous avez été filmé par Yves Geland, tout à fait. Et vous avez également dessiné Yves Geland, du coup, comme ça. Oui, évidemment. Et puis, vous avez dessiné aussi les voyages de Emmanuel Macron. Oui. Pour... Voyage présidentiel. Voilà, les voyages présidentiels. Et vous êtes le réalisateur du film Le Poulain, sorti en 2018, et co-scénariste de La Disparition, qui est sorti récemment, en février. Voilà. C'est complet. C'est bon, j'ai réussi mes présentations. Je souhaitais commencer peut-être par vous poser une question, Eric, vu qu'on avait eu ça tout à l'heure. Baron Noir a été du coup une série... excusez-moi, très vue à sa sortie. Comment est-ce qu'on construit une histoire, une fiction qui met à la fois en avant les combats d'idées, parce que chaque personnage est très milite pour ses propres idées, et en même temps un combat d'influence. C'est un thriller, c'est une série très haletante. Comment est-ce qu'on joint les deux et comment est-ce qu'on écrit la politique dans ce thriller-là? J'ai toujours pas la réponse. Non, mais c'est un combat à chaque scène, parce qu'effectivement, c'est ces deux impératifs qu'il faut réussir à articuler. Je dirais, le premier conseil qu'on se donnait au départ avec Jean-Baptiste Delafont, puis ensuite avec les autres auteurs, c'était respecter les idées de chacun. Alors que parfois, on les hait. Je veux dire, c'est un exercice très particulier qui est celui de penser contre soi-même. Et lorsqu'on a été très longtemps un militant comme moi, peut-être que la purge est un peu plus difficile que pour d'autres. C'est-à-dire qu'on pense a priori que ça a été un avantage pour moi, parce que je connaissais le milieu qu'on décrivait. C'est sans doute vrai pour une part, mais c'est une joie et une souffrance, comme dirait l'autre. C'est-à-dire que... essayez donc, vous, de rendre sympathique quelqu'un qui propose de virer tous les étrangers. C'est très difficile pour moi. Donc, c'est un travail de documentation, et puis il faut aimer les idées. Je veux dire, je me suis intéressé à Charles Maurras, quoi, de façon très précise. J'ai essayé de comprendre quels étaient les mécanismes, qu'est-ce qui pouvait faire vibrer des cœurs, des esprits, parce que ce ne sont pas que des brutes. Une fois on peut faire ça. Et le deuxième élément de thriller, bon, ça c'est la forme sérielle qui y mène naturellement parce qu'elle est faite de retournements, de cliffhanger, et donc évidemment on cherche les retournements. La méthode pour Baron Noir est très simple et je m'arrête là. On a fait 30 ans de vie politique en 24 épisodes d'à peu près 1 heure. Donc l'aspect concentration extrême donne le vertige. En réalité, bon, c'est pas si extraordinaire que ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la concentration, la densité qui fait qu'on est, j'espère, scotché au fauteuil et avoir envie d'appuyer sur épisode suivant, même si je regrette qu'on ne laisse plus l'ensemble de plateau technique et des auteurs. Voilà. C'est insupportable ce truc où on voit plus rien d'écrit sur qui a fait le film. On nous met épisode suivant. Bon, voilà. J'ai oublié, on va passer du coup l'extrait de Baron Noir qui est prévu. Du coup, il y a les mêmes paroles, je le hais. Donc vraiment, il y a une histoire de haine intense. Anna Mouglalis, vous êtes finalement omniprésente dans cette scène, parce qu'on parle que de vous. En tout cas, excusez-moi, du personnage que vous jouez, clairement, Amélie Dorandeux. Comment est-ce qu'on entre dans cet univers politique? Est-ce que vous y intéressiez? Et comment est-ce qu'on trouve sa place parmi à la fois ces super acteurs qui jouent autour de vous, qui jouent également des personnages très forts, très ambitieux? Comment est-ce qu'on trouve sa place, voilà, en tant que première secrétaire de PS et puis ensuite présidente? Comment est-ce qu'on... Moi, au départ, je voulais pas la fin, la série.
Non, mais parce que je me suis vraiment posé des questions. On était en plein mandat de François Hollande, qui était devenu très impopulaire, avec un Sarkozy qui revenait derrière. La saison 1 se passe quasi exclusivement au sein du PS. Je me suis dit, c'est quoi ce truc opportuniste? On m'a dit, mais non, mais c'est des mecs de gauche. Tu dis, ah ouais, bon. Et puis voilà, il se trouve que oui, on a fait, on a fait cette série. Que oui, c'est des mecs de gauche. Et oui, voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, les intentions étaient pas là, et moi j'ai trouvé que c'était une vraie possibilité de réenchanter les citoyens avec la chose politique, mais c'est-à-dire de se réapproprier la chose politique, parce que il y a le côté thriller, il y a les magouilles, mais au cœur, on voit qu'ils sont tous en train de courir après les voix. Et que voilà, c'est ce qui compte absolument. Après, la façon dont c'était hyper bien écrit, c'est pas parce qu'il est là que je le dis, mais vraiment très très bien écrit. Donc pour représenter, ce qui est marrant pour un acteur quand on représente ces personnages, c'est qu'en fait il faut montrer qu'on récite. Généralement, comme acteur, on est dans le fait de rechercher le naturel, et là, tout ce qui est discours ou interview, il faut montrer qu'il y a eu un travail d'élaboration d'un discours, et donc le citer. Ce qui pourrait un acteur, a priori, jouer faux. Donc, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je vous invite à réagir, hein. J'ai posé des questions à chacun, mais je vous invite quand même à... Voilà, et puis incarner un personnage. Moi, je m'intéresse bien sûr à la politique. Enfin, je pense que quand on est acteur, qu'on vit en société, tout est politique. Donc, moi, j'étais impliqué dans des affaires politiques avant de faire la série. J'ai aussi été amenée à jouer des choses avec lesquelles, personnellement, forcément, je n'étais pas du tout d'accord. Et puis, il y a eu des trucs assez marrants, oui, parce que Eric et Jean-Baptiste avaient écrit ce personnage de présidente de 42 ans, où on leur a dit « mais ça va pas, en plus elle est trop jeune ». Et puis, j'ai le même âge que Macron, qui est passé juste après qu'on ait commencé à tourner, voilà. Je dois dire que j'étais très impressionnée par la manière dont vous avez décrit ce personnage féminin aux reines de la politique, parce que c'est assez rare. En général, les femmes sont toujours caricaturées, dévalorisées. On a vu beaucoup de choses autour des femmes et de la politique, et là, il y avait une espèce de justesse dans sa maturité, dans sa capacité, dans son rapport au monde politique et à son entourage, y compris dans son ambition, que j'ai trouvé extrêmement réaliste, vraisemblable, et je dois dire porté par le jeu formidable que je vous avais félicité, parce que j'étais complètement subjuguée, donc je le dis une fois de plus. Et c'était pas rien de faire ça, ce que vous avez fait, Anna, c'était vraiment formidable. Enfin, j'arrête. Rebecca, avec Les Sauvages, vous allez presque encore plus loin dans la fiction, même si c'est adapté du coup du roman de Sabri Loata que vous adaptez. Dans Les Sauvages, on trouve un président, un candidat d'origine algérienne qui arrive à la présidence. On a Saint-Étienne qui est au cœur de la série. On a deux familles d'origine algérienne qui se battent, mais se trouvent au milieu d'une tragédie classique, avec des enjeux qui sont vraiment du théâtre classique. Comment est-ce qu'on... quelle réalité vous vouliez atteindre en modifiant justement ces représentations-là, qui ne sont pas dans la fiction, qui sont très peu en tout cas dans la fiction? Oui, qui sont peu traversées par la fiction. C'est une bonne question, c'est de le formuler comme ça. Quelle était la réalité qu'on voulait atteindre? Parce que, évidemment, le point de départ, c'est de se dire, voilà, il y a une société qui est en avance sur un champ de la représentation qui est le nôtre. Et puis, je distinguerais deux choses. Il y a d'un côté la politique, qui est une matière qui nous a séduite parce qu'elle est hyper riche en termes de fiction, parfois pour le pire, avec tout ce qu'il y a en termes de facilité conspirationniste, par exemple, contre lesquelles on luttait, qui sont, à mon avis, des artefacts
facile, easy de scénariste, et d'un autre côté, changerait le déterminant, le politique. Donc moi, j'ai voulu faire une série politique avec de la politique. Bon, on essaie de mêler les deux. Alors, en ce sens, effectivement, mettre en scène, en coécrivant avec Sabri Loata, qui était l'auteur des romans Les Sauvages, qui était en 4 tomes et qui était déjà quasiment façonné pour la série ou pour de l'écriture sérielle, on s'est dit que on allait mettre en scène, faire venir sur le devant de la scène des héros qui ne représentaient pas au corps, au physique, qui étaient des héros, voilà, qui traversaient la fiction contemporaine, y compris en France. Et évidemment, le point le plus aveugle pour nous, le moins apaisé, enfin ça, évidemment c'est toujours encore d'actualité, c'était la question algérienne, avec l'idée de la décolonisation et d'un rapport aux Français d'origine algérienne peu compris, inclus dans le politique. Donc il y avait 2 familles. La spécificité, c'est qu'ils sont tous les 2 kabyles. Donc la famille incarnée par Roch Dizem, les Chaouches, dont le nom lui-même était comme un clin d'œil à la question de l'asservissement de sa propre famille, sans doute dans le passé, et les Nez Rouges, qui était une famille plus kéchichienne, entre guillemets, c'est-à-dire plus traversée par des questions qu'on connaissait, avec un arabe qui sortait de prison, une espèce de circulation, même aussi un tout petit peu de l'islam, alors que c'était absolument pas le sujet de la série. Donc voilà, ça nous tenait à cœur, en fait, d'inventer un récit, on va dire, plus contemporain, en tous les cas, qui regardait la société en essayant de la rattraper, parce qu'elle est clairement en avance par rapport à notre fiction. Et ensuite, sur la question politique même, on avait foi dans quelque chose quand vous évoquez que Macron a 42 ans, alors qu'on laissait entendre que c'était impossible, il y a des choses un peu fascinantes, et je pense que chaque intervenant ici pourrait en parler. C'est l'aspect parfois un tout petit peu prémonitoire, anticipateur et performatif de ça. Alors évidemment, moi j'avais, avec Sabri Loata, on avait en tête une série qui nous avait tous profondément marqués, je pense que voilà, c'est partagé tous, qui était West Wing, à la Maison Blanche. Parce que, contrairement à House of Cards, qui était, on va dire, peut-être un pont 10, 15, presque 20 ans après, qui était orienté vers un certain cynisme du politique, à la Maison-Blanche, ça racontait que c'était possible d'être vertueux et d'être politique. C'était possible d'être de gauche, c'était possible d'être démocrate. Et curieusement, et puis tout le monde connaît le concept de la série, des gens qui marchent dans des couloirs, personne n'est chez soi, il y a très peu d'intime, il n'y avait pas d'effet de séduction ou de racolage sur l'intimité, mais uniquement, ils prenaient le pari comme dans l'extrait. C'est assez fascinant de voir que ça fonctionne. Moi, ce qui me fascine dans cet extrait, c'est que c'est intelligent et que ça marche, que les gens aiment. Alors, c'est ça plutôt la surprise. Donc voilà, l'idée c'était cette performativité-là, de se dire, attendez, on va pouvoir se regarder, se représenter tel que on n'imagine pas qu'on puisse se représenter, et on va aimer ça, et ça peut peut-être changer les choses. Alors sans aller jusqu'à Zelensky, qui devient président de la République après avoir incarné, j'ai vanné Roch Dizem, c'était pas du tout l'objet d'une blague, mais bon, voilà. Je sais pas pourquoi t'as ri, je trouve ça hyper disrespectful. Donc voilà, disons qu'il y a des effets de performativité, d'anticipation. C'est pas se donner trop d'importance que de dire ça, c'est juste se dire que quand on regarde très précisément les ressorts du politique, de la politique, parfois on anticipe un tout petit peu ce qui peut se passer. Et là, pour donner un exemple, une illustration, et puis j'en aurais fini, on avait anticipé avec Sabri Loata, qui est clairement un génie, je pense, de l'observation de la politique française, sans doute parce qu'il vit aussi maintenant aux États-Unis, qu'il a fait un pas de côté, qu'il s'est senti français sans l'être complètement, et qu'on voit bien que la thématique de sa discrimination raciale, ethnique, elle est au cœur de son projet. Donc c'est quand même son projet à lui, moi je l'ai adapté. On avait anticipé une scène pour un épisode qui n'a pas existé, où des policiers faisaient une manifestation de nuit et déposaient leurs menottes. Et je sais que la chaîne nous a dit, attendez, on ne croit pas une seconde à cette manif, etc. Et puis quelques mois plus tard, cette scène a existé en fait dans nos écrans, dans nos chaînes d'infos continues. Alors ça nous a rendu très mégalos, mais la scène n'a pas existé. En tous les cas, il faut faire confiance parfois à l'anticipation qu'on a de la vie politique, parce que ça peut advenir. On va d'ailleurs voir un extrait des Sauvages, s'il vous plaît. Là, on voit qu'on s'amuse avec la grammaire, la boîte à outils, même de l'objet télévisuel, ce qui se trouve que moi, je l'ai réalisé aussi intégralement. Donc, c'était une joie de travailler ces outils qui sont à notre disposition, qui font appel à des choses qui sont dans notre œil, dans notre regard depuis longtemps. Ça, c'était un effet de mimétisme. Je sais qu'il y a des cinéastes qui sont hyper forts là-dessus. J'imagine peut-être quelqu'un comme Alex Lutz c'est des effets d'observation qui sont très agréables à travailler après. Vous parlez surtout de ce fameux silence, le jeu sur les silences, c'est incroyable à la fin de cet extrait.
Thomas Krutoff, toute la tension, tout le thriller qu'on trouve dans les séries dont je viens de parler existe aussi dans Les Promesses, mais la politique est à ce moment-là à un niveau local. Qu'est-ce que cette échelle locale permet de capter du pouvoir politique et des relations entre les personnages ? Peut-être que plus naturellement, elle fait le lien entre, d'une certaine manière, le peuple et le pouvoir central. Voilà, ce qui nous intéressait, c'était aussi la place du maire, particulièrement la place du maire de banlieue, une figure qui nous semblait être sous-exploitée dans la fiction, et aussi cette place d'être d'une certaine manière exposée à l'État central, supérieur, parisien, qui définit les lois et certains budgets dont notamment les protagonistes ont besoin pour sauver pour opérer une rénovation urbaine, et aussi l'exposition des élus vraiment en première ligne, parfois sans filtre, avec les habitants, avec les citoyens, avec les gens qui sont censés représenter, quoi. Voilà, tout ça est semblait, voilà, c'est le maire, c'est un peu le middle management de la politique, et un peu pris entre deux feux, avec deux types de discours, et voilà, ça nous intéressait de traverser aussi un petit peu les différentes strates de la politique à travers cette histoire, de voir comment une décision politique pouvait résonner dans toute on peut dire, je pense, la pyramide française, qu'on est quand même une organisation assez pyramidale, assez centralisée. Voilà, il y avait un petit peu de ça. Et puis je me retrouve aussi un petit peu dans ce que disent Rebecca et Eric sur le côté thriller et le côté de la densification. Même si nous on a fait un film, voilà, on avait aussi cette volonté d'une densité d'énergie, de confrontation. Voilà, enfin, c'est aussi pour ça qu'on fait de la fiction politique, pas seulement parce qu'il y a des choses à dire, et pas seulement parce que c'est intéressant, mais parce que c'est divertissant, c'est je cherchais un meilleur mot que kiffant, mais c'est prenant, captivant, voilà, parce que tout est négociation, tout est affrontement, tout est confrontation, et c'est un milieu quand même brutal, avec des personnages qui sont naturellement ambivalents, naturellement complexes, et donc qu'il est intéressant d'explorer, quoi. Voilà, c'était un petit peu, et tout en essayant de raconter, voilà, une pluralité de personnages dans le tableau, quoi. On va regarder l'extrait des Promesses. Du coup, on a Reda Kateb et Isabelle Huppert qui ont cette monnaie politique que sont les promesses. C'est ce dont vous avez parlé. Ouais, enfin voilà, ouais, c'était le titre, c'était un petit peu se dire ça. Bon, voilà, c'est un peu évident, mais c'est un peu tout ce que s'échangent les personnages dans le film. C'était assez marrant aussi de voir quand on présentait le film, ou à tout moment quand ça raconte probablement un peu du désamour qu'on peut avoir avec la politique. À chaque fois que je disais, ouais, qu'est-ce que tu fais ? Je fais un film sur la politique qui s'appelle Les Promesses. Immédiatement, la phrase de Pasqua, ou tu dois savoir de qui elle est, Eric, c'est Pasqua, ouais. Je sais plus, on m'avait dit que c'était quelqu'un d'autre, mais enfin bon, peu importe, mais oui, Pasqua et Chirac, tout ça. C'est comme Lénine, Trotsky et Mitterrand. Exactement. En fait, c'est les mêmes citations. Ça roule. Ouais, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Donc c'était assez marrant de se dire à quel point ça revenait de forcément, en fait, notre titre, il était humoristique, alors qu'en fait, non, évidemment, on parlait des promesses les promesses qu'on tient, celles qu'on n'arrive pas à tenir, celles qu'on oublie, et celles qu'on se fait aussi à soi-même, voilà, en se disant que malheureusement ça reste quand même la base de la relation politique entre les politiques, et aussi la base de la relation entre les politiques et les citoyens, quoi. Et puis ce qu'on voit aussi dans l'extrait, cette idée voilà, d'avoir au cœur du film un duo, quoi. Voilà. Un duo de deux personnages, cette relation un peu particulière qu'il y a entre un maire et son directeur de cabinet, quoi. Très bien. J'attendais une réaction. Non, mais moi, ce que je senti quelque chose. Non, mais on peut dire que c'était un formidable film. On peut le dire. C'est un formidable film sur le monde politique, avec un réalisme incroyable, et avec qu'est-ce que c'est que l'engagement, et qu'est-ce que c'est que la capacité de faire des choses. Parce que il suffit pas de dire qu'on veut ceci ou qu'on veut cela, ou qu'on promet ceci ou qu'on promet cela. Il y a une réalité incroyable qui émerge de tous les côtés. Voilà, et là, il y en a qui arrivent à gagner, mais on raconte pas le film. Avec un peu de chance, il est encore en salle d'ailleurs, non ? Il y a quelques salles qui le
Il reste 4 salles à Paris, je ne sais pas combien il en restera demain, donc allez-y ce soir, après l'avant-première. Non, oui, moi je voulais juste dire que promesse, c'est aussi un mot qu'on utilise dans le cinéma. Il y a une promesse sur l'affiche ou sur le pitch. Et il y a beaucoup de liens comme ça entre cinéma et politique, aussi dans la forme. Ouais. Non, il y en a aussi entre la figure politique et le métier d'actrice, voilà, naturellement, qu'on n'a même pas d'ailleurs besoin d'appuyer, quoi, qui sont naturels. Ça reste des métiers de représentation, des métiers qu'il est très difficile d'arrêter. Évidemment, voilà, ça m'intéresse de quelque part d'utiliser, je ne sais pas si c'est souterrainement, mais la figure d'Isabelle Huppert, voilà, l'autorité qu'elle dégage sur le cinéma français, et donc naturellement par transposition dans la politique. Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de points communs, quoi. Même souvent aussi dans notre métier, on parle d'engagement. Voilà, c'est un film, voilà, et on s'engage, et puis puis des gens s'engagent, à donner de l'argent, etc. Après, bon, la vraie politique, c'est quand même l'engagement pour les autres. Voilà, nous, on est un petit peu plus pour nous ou entre nous, quoi. Mais bon. Merci. Je vais essayer de mettre les extraits avant. On va voir un extrait de Parlement maintenant, s'il vous plaît. Une bande-annonce. Merci beaucoup, Fabienne, de la précision. Tu as 2 types de députés, les psychopathes et les imbéciles. Entrez. Vous avez un CV ? C'est vraiment une tactique de... De psychopathe ? Ouais, non. D'imbécile ? Non. C'est une fille ambitieuse. Je vais faire d'elle une star. Samy, on est là pour changer le monde. J'annonce quoi demain à la matinale ? The Blue Deal. Qu'est-ce que c'est ? Vous avez compilé un ensemble de textes incohérents en y ajoutant un nom racoleur. C'est très malin, ça. Hi. Oh, hi. Well, it's nice to have you back. It's fun. Oh, okay. Un nouveau parlement commence. Samy ? Oui, Michel. Je viens vous voir, là. À tout de suite. I love Poland, Warsaw, Krakow, Auschwitz. It's so funny how bad you are at your job. I know that. La vérité, c'est que vous m'avez abandonné, Samy. Someone is saving the oceans here. You're literally making coffee. And our proposal is nothing. Tu sais, la politique, c'est aussi la hiérarchie des combats. Ça veut dire quoi ? Ça fait assez de temps que je travaille ici pour me méfier des gens qui prétendent m'aider sans contrepartie. Il y a du mauvais. Il y a du très mauvais. Nothing can defeat us. On joue gros là. Quelle ambiance cette année ? Ça fait du bien de reformer l'orchestre, hein ? C'était donc la bande-annonce de la saison 2, qui est prévue pour le 9 mai. La première saison est sortie sur Slash. Ouais, elle est dispo encore sur France TV Slash. Et le 9 mai, vous allez avoir la première saison en prime time sur France 5, donc sur le linéaire, et la deuxième saison parallèlement sur le Slash. La troisième saison se tourne en septembre. L'Union européenne, c'est une entité, un personnage un peu absent, mais dont on entend toujours parler dans énormément de fiction autour de cette table, ou de documentaires. Mais c'est vrai qu'on la montre très peu. Comment est-ce que... montrer l'Union européenne dans une série humoristique qui l'explique, c'est également un engagement politique. Oui, parce que... voilà, d'abord, notre génération est, je pense, profondément européenne. Et puis, j'ai vécu avec un homme qui a été 10 ans député européen, qui avait quitté l'internationalisme de sa jeunesse gauchiste pour rentrer au PS et pour être député européen, qui était incroyablement convaincu. Et comme on n'entend parler de l'Europe qu'à travers des critiques permanentes de la presse, je me suis dit, il faut familiariser le grand public avec les institutions. Et pour ça, il faut faire de la fiction, même si on a déjà fait plein de documentaires. Et il faut faire de la comédie, parce que sinon, je crains que ce soit difficile et que ça rase tout le monde, ce qui ne veut pas du tout dire que vos films, qui ne sont pas des comédies, soient rasoirs.
Et voilà, et donc j'ai eu la chance de tomber sur Noé Debré, qui avait très envie de faire ça et qui a mené ça de main de maître, avec 2 co-scénaristes qui sont d'ailleurs j'allais dire des eurocrates, qui sont dans l'appareil, donc qui connaissent très bien les mécanismes. Et l'aventure est partie. Mais j'ai mis 7 ans à le monter, et j'ai fait plusieurs diffuseurs avant d'y arriver. Donc il faut une certaine persévérance dans mon métier, mais j'ai l'habitude. Il y a un film que j'ai réussi à faire au bout de 14 ans. Alors, il faut s'accrocher. En particulier, quand j'imagine ce sont des sujets politiques à la télévision, ça doit être peut-être un peu plus difficile à monter. Mais la France a eu un retard absolument colossal dans le domaine des représentations du monde politique, comme d'ailleurs dans la place des gens, comment on dit, qui arrivent de la diversité. Si vous voulez, on avait 30 ou 40 ans de retard par rapport au monde anglo-saxon. Ça a été des batailles permanentes pour arriver à faire ces films en télévision. Moi, j'avais commencé pour Canal+, déjà dans les années 2000, une comédie autour du monde politique, d'ailleurs avec, pour ne rien vous cacher, les scénaristes des Guignols. Et puis tout à coup, ça s'est arrêté. Ça n'était plus la demande du public, ok ? Et puis ça a été comme ça tout le temps. Alors après, notre façon de faire, c'est que comme nous avons un regard sur la politique, finalement on voit de la politique partout, comme vous disiez, on avait des regards politiques sur les fictions que nous faisions. Donc c'est vrai qu'en général, si vous regardez ce qu'on a réussi à faire à Ciné TV, il y a toujours quelque chose qui est au-delà du divertissement, qui est ce que j'appelle un point de vue politique. Et puis maintenant, heureusement, vous avez tous contribué à rendre tout cela possible par l'extrême talent et le succès de vos séries. Merci à tous. Et c'est le succès de la saison 1 qui fait que la saison 2 passe à l'antenne, je veux dire, mais c'est parce qu'ils ont envie d'essayer. Ils ont envie d'essayer, donc ça passe le jour de l'Europe, le 9 mai. Bon, donc je pense que, enfin voilà, on essaye, on avance, on progresse. Non, mais si. Non, c'est bien. Il y a eu quand même vraiment des gens qui nous ont aidés à France Télévisions, en particulier Cénette Darbe qui dirige Slash. Voilà. Je voulais juste dire que moi j'avais vu l'intégralité, j'ai vu que la saison 1 que j'ai vue intégralement et qui m'a beaucoup plu. Et j'ai l'impression que c'est typiquement le genre de création qui nous permet de pallier un manque terrible. Par exemple, quand on pense que pour fabriquer les billets de banque, en fait, nos euros, on a inventé des lieux. Je veux dire, sur les billets de banque, il y a tellement peu d'imaginaire collectif sur la question européenne qu'il a fallu, pour ne pas froisser les uns les autres, etc., inventer, si vous regardez votre billet de 20 euros, de 50 euros ou plus, ou de 500, puisque je suis à l'ARP. Non, pardon. Ou bon, sur les billets, c'est des lieux imaginaires. Et l'idée de faire appel à des lieux imaginaires m'a paru insensée. Et je pense qu'une série comme Parlement, avec ce qu'elle a de puissant, de drôle, en s'ancrant en plus dans le lieu lui-même, c'est une manière de redonner un petit peu d'imaginaire collectif à quelque chose d'abstrait. C'est vrai que le décor est un personnage à part entière. C'est extraordinaire d'avoir pu. Ça a été très difficile. Hein. Alors maintenant, ça y est, on a toutes les portes ouvertes. Mais ça a été une bataille inimaginable qu'a menée Thomas Seyne, mon producteur. Mais le décor, vraiment, enfin, c'est un personnage à part entière. Je suis d'accord. D'ailleurs, c'est magnifique. Donc, allez tous visiter le Parlement européen à Strasbourg. On va maintenant avoir 2 extraits de Paris à tout prix et puis du président d'Yves Jolant. C'est La cravate et La larme de Georges Frêche. Oui, je l'entends très bien. D'abord, disons que j'ai pu... excusez-moi, je suis complètement abruti là. Je reprends. Hein. Je crois que par l'expérience qui a été la mienne à la tête de l'État, puis à la tête d'une ville, par le capital de sympathie que j'ai pu au long des années accumuler, je suis un de ceux qui pourraient contribuer à faire gagner les forces du mouvement. Je n'ai jamais choisi des circonscriptions 4 étoiles ou des solutions aisées. Et je dirais même que d'une certaine façon, le risque m'excite et m'encourage à aller de l'avant. Je n'appréhende rien, je ne redoute rien. Je suis au contraire très heureux d'engager cette bataille d'idées,
d'abord à l'intérieur du Parti socialiste, puis ensuite, lorsque je serai investi, avec l'ensemble des Parisiens. J'aborde cette phase avec allégresse, enthousiasme et gravité. Aujourd'hui même, jour d'annonce de ma candidature, sont venus vers nous, vers mon équipe, des signes d'amitié, de sympathie très nombreux de toutes les sections de Paris. Et Lynn Cohen-Solal, qui est le porte-parole de ma candidature, vous l'expliquera demain matin mieux que moi. Parce que vous savez, on dit Georges Frêche, il est dur. On dit il est rude. Oui, je vais vous dire, vous ne faites pas 40 ans de vie politique si vous êtes un perdreau de la dernière couvée. Parce que la politique, c'est un monde rude, où les trahisons sont monnaie courante, et où les assassinats sont la norme. Mais sous la dure carapace que je continuerai à arborer, oui, c'est vrai, je suis tendre. Et je n'en ai pas honte, parce que s'il n'y a pas de tendresse en vous, il n'y a pas d'humanité. Et s'il n'y a pas d'humanité, s'il n'y a pas d'humanité, il n'y a pas de vie politique digne. J'ai préféré ignorer la haine des loups qui hurlent dans la nuit. Je suis battu en acier, et je suis tendre aussi, et je ne le montre pas. Si vous êtes trop tendre, on vous tue. Moi, je tue toujours le premier. Et après, je pleure. Je suis épuisé, vraiment. Je suis épuisé. Deux extraits. On a du coup dans ces deux extraits des vrais personnages, presque, j'allais dire, de fiction, qui ne sont pas des personnages de fiction, Georges Frêche et Jack Lang. Dans l'extrait où Jack Lang pense tout contrôler, malgré tout, en fait, il y a une chose dont il ne se doute pas, c'est que vous êtes en train de filmer son toc avec la cravate et qui est très très pénible. Et puis Georges Frêche, lui, on a vraiment l'impression qu'il joue un rôle de cinéma au moment où il tourne sa tête, où on voit sa larme, il y a quelque chose de fabuleux. Est-ce que Yves Geland, avec tous les personnages, tous les hommes et les femmes politiques que vous avez filmés, est-ce qu'ils peuvent être approchés de personnages de fiction ou de comédiens ? Oui, bien sûr. En tout cas, moi, c'est ce que je vais chercher. Je vais chercher des personnages et j'ai toujours dit que mon film Le Président, c'était pas un film sur Georges Frêche, mais c'était un film avec Georges Frêche. Georges Frêche est le président. Il est l'incarnation de la fin d'un pouvoir et même si je filme le réel et si jamais je ne dirais ça tourne ou coupé, et quand on filme avec Georges Frêche ou avec Philippe Séguin ou avec Jack Lang, on va pas leur dire tu l'as refait Coco, c'est pas possible, on n'a qu'une prise. En revanche, je réfléchis évidemment non pas, en tout cas au montage et dans la narration, il y a effectivement une dramaturgie, c'est-à-dire que dans un documentaire, on ne traite pas d'un sujet, mais on raconte une histoire, on raconte cette histoire avec des personnages. Et peu importe les équilibres politiques, le seul équilibre qui compte, pour moi, c'est l'équilibre du film. Et c'est drôle que vous ayez choisi ces deux extraits, que vous ayez rapprochés. Il y a 10 années qui séparent ces deux tournages. J'ai filmé donc Jack Lang en 2000 et pour Georges Frêche c'était 2010 et
il y a effectivement un regard caméra. Je crois que c'est le seul regard caméra qu'il y a dans tout le film. Donc en fait, ça dépend vraiment. Pour Jack Lang. Non, pour Georges Frêche. Au moment où on a pas, c'est un cadeau involontaire qu'il m'a fait. Je dis bien involontaire. Où tout d'un coup, en même temps, le fait le regard caméra fait que la lumière fait aussi éclaire sa larme, éclaire sa joue. Et Georges Frêche avait quasiment aucun regard caméra, c'est-à-dire quand on me dit comment sont les hommes politiques, vis-à-vis de moi, je peux dire comment moi je suis vis-à-vis d'eux, mais ils sont tous différents. Et donc on s'adapte, on filme différemment, on fait un pas de côté. François Hollande, en général, oublie rarement ma caméra. Il y a beaucoup de coups d'œil vers la caméra dans les rushs avec Hollande. Et d'ailleurs, je l'ai laissé parfois à dessein, parce que ça raconte aussi son rapport entre le filmeur et le filmé. Georges Frêche, parfois, il savait pas trop, il savait même pas comment je m'appelais. Des fois, il pensait que je prenais des photos. Des fois, c'est vraiment sur les 6 mois de tournage, c'est le dernier mois où il s'est souvenu de mon nom et encore en l'écorchant. Sinon, j'étais le caméraman, le Parisien, le Carcassonné, le photographe, voilà. Mais voilà, j'étais là, peu importe, voilà. Et à ce moment-là, j'étais bien placé au bon moment. Mais évidemment, quand on regarde le film, on peut se dire, il l'a fait pour moi. Mais non, pas du tout. En l'occurrence, pas du tout. Il avait pleuré la veille à Mende, je crois. Là, on est dans les Pyrénées-Orientales. Et j'étais placé au fond de la salle. Et donc là, j'ai eu de la chance d'être au bon moment. Voilà. Mais bien évidemment qu'on cherche des personnages, des acteurs du réel. Et chaque fois que, d'ailleurs, après, je m'amuse toujours quand je suis en montage, je me dis, mais si jamais je devais faire une fiction, qui je choisirais pour tel personnage? Et donc, je me suis fait toujours une galerie. Bon, pour Frêche, c'est pas trop compliqué. C'est évidemment celui qui a assisté à ses funérailles, en plus en marchant avec une canne parce qu'il s'était cassé la gueule en moto, c'est évidemment Gérard Depardieu, qui était un ami de Frêche. Parfois, il faut chercher plus longtemps, comme pour François Hollande ou d'autres. Voilà. Mais François Hollande, je pense que Vincent Macaigne serait très bien. Ouais. Peut-être Philippe Catherine aussi, mais voilà. Ça s'est pas imposé, mais voilà, pour Gaspard. Il y a le président et puis il y a les hommes du président il y a toujours une distribution. C'est en ça qu'on se rapproche de la fiction. Et là, pour Hollande, oui, j'ai toujours souvent pensé à Jacques Tati pour Jean-Pierre Jouyet et à Romain Duris pour Gaspard Ganzer. Je sais pas il faudrait demander à Mathieu qui les a beaucoup dessinés. Je pense qu'en plus il a dû certainement s'inspirer de cette expérience pour Le Poulain, à qui il a dû penser s'il devait distribuer les rôles. Moi j'ai mis Gaspard Ganzer dans le film. Oui, en plus c'est vrai. Oui, toi t'es beaucoup plus pervers encore. Toi, tu mélanges tout ça allègrement. Merci pour cette transition absolument parfaite. On va voir du coup la bande-annonce du Poulain. Arnaud, la France, ça t'intéresse? La France? C'est sérieux la politique. Je le prends pas pour toi, mais c'est juste comme tu sais rien faire. Bah, je parle 4 langues quand même. Oui, mais Catherine, elle fait sa campagne en France. Et en français, du coup. Mais je parle français aussi. Tiens, aide-moi. Je veux pas de palmiers sur les photos de Pascal. Donc quoi, faut les couper? Non, on va plutôt baisser les stores. Vous êtes le nouveau stagiaire? Non, je suis son nouvel assistant. Agnès! Mais qu'est-ce que tu fous terre? La nana, elle a eu un Mais problème. me raconte pas ta vie, je m'en fous! Espèce de cocole. J'aime pas trop quand on m'appelle Gogol. Dans ma bouche, c'est affectueux. C'est toi qui as écrit ça? Oh, j'ai fermé la porte. Ça va, j'en ai vu d'autres des zigounettes, hein. C'est ça qu'il nous faut pour demain. Tu mérites une récompense. Tu m'attends dans la chambre, je reviens. La politique, c'est un milieu bourré de phéromones. On avait dit du papier écolo, non? Il est tout blanc et tout lisse. Justement, on a réussi à éliminer le côté gris dégueu du papier biodégradable classique. Pour les gens, biodégradable, c'est forcément gris et dégueu. Là, on perd tout l'impact. Bah, je vais pas le teindre en gris quand même, non? Pourquoi pas? J'en sais rien, moi, Salim, gère-moi ça. Et la France, elle attend que ça. D'y aller, de la prendre comme ça, de lui mettre son tarif, tu vois, comme un homme. Donc, vous avez un rapport quand même très libidinal à votre pays. Catherine, on avait parlé d'une petite déambulation dans la ville pour aller à la rencontre des gens. Les gens? Les électeurs?
Oh oui. Est-ce que je repose une autre question que celle de Yves? Non, on voit pas Gaspard Ganzer, mais en effet, il est dans le film. Ouais. Donc je vais reposer différemment toute l'expérience. Alors l'immersion, le travail d'immersion qu'a pu faire Yves Geland auprès de tous ces politiques, vous l'avez également fait, mais du coup avec votre carnet et pas avec une caméra. Et le temps de montage d'un film, vous finalement c'est le temps après d'écriture. Il y a ce double travail à la fois d'observation et ensuite d'écriture et de dessin pour les bandes dessinées. Et puis ensuite, comment est-ce que ce travail a pu nourrir du coup le film Le Poulain? Il y a beaucoup de choses qui se mélangent et c'est super de pouvoir avoir l'occasion de parler de tout ça ce soir avec toutes ces voilà tout le monde, ouais, enfin il y a plein de liens évidemment et notamment avec Yves, oui, puisqu'on s'est croisés, donc c'était en 2014. La première fois, on s'est croisés très rapidement c'était la campagne de la présidentielle à l'aéroport de Tulle. Et je suivais les journalistes du Monde et toi tu suivais ceux de Libé. Oui, ouais, ok. Voilà. C'était fugace, mais moi je m'en souviens, mais toi tu te souviens pas de moi. D'accord. Mais en tout cas, on s'est croisés à l'Élysée en 2014, et donc Yves faisait le film un temps de président, et moi je faisais une bande dessinée sur les coulisses de l'Élysée, ou plutôt je la terminais. Et c'était très amusant de croiser nos points de vue. Et en effet, ce travail d'observation, donc les bandes dessinées que je fais, on peut les qualifier de documentaires, c'est des documentaires en BD, et ce travail d'observation m'a été évidemment très utile pour écrire avec Noé Debré, donc l'auteur de Parlement, Le Poulain. C'est vraiment la rencontre avec Noé Debré qui... c'est le premier film que j'ai écrit. J'ai été complètement novice dans ce domaine, et sans Noé, c'était impossible de faire ça. Lui, il est arrivé avec tout son savoir-faire. On a beaucoup échangé, beaucoup discuté, et donc c'était passionnant de pouvoir écrire une fiction, mais nourri bien entendu de choses que j'avais pu observer. Et dans le film, dans Le Poulain, il y a énormément de scènes que j'ai vécues, que j'ai observées, de même que j'imagine dans Baron Noir. Voilà. Il y a beaucoup de vues et Ce que tu dis là sur l'observation, c'est quand j'ai commencé à vouloir écrire là-dessus, c'est que je pouvais plus mener ma vie normale, en fait. C'est-à-dire que les scènes que j'avais sous les yeux, à la direction du Parti Socialiste, dans les syndicats, dans la mairie dans laquelle je travaillais, n'étaient plus des scènes du réel. C'est-à-dire je les fantasmais, quoi. Ça devenait... j'avais envie d'autre chose. Les gens effrayants ne me paraissaient plus effrayants, mais drôles. Les gens qui avaient du pouvoir me paraissaient être, en fait, des tigres de papier. Et il me semblait que tout allait s'effondrer. Mais ça, donc il fallait, excuse-moi, et donc il fallait absolument, témoigner de ces temps crépusculaires, parce que en fait, Baron Noir, bon, oui, il y a la gifle que tu te prends, et que le président Macron s'est prise aussi, Valls en avait pris une avant, et puis en fait, il y en a eu d'autres. Dans des temps très reculés, et l'agression de Léon Blum, et en fait c'est une longue histoire de la violence en politique. Donc il y a l'anticipation, d'actu, bon, ok, mais il y a l'image. Il y a l'image, parce que Valls était... Oui, mais il était plus Premier ministre. Ouais. C'est pas le même genre d'agression, c'est pas le pouvoir central, c'est pas la même chose. Mais là c'est filmé, la caméra est au même endroit. Mais bien sûr. Parce que s'il n'y a pas l'image, c'est pas pareil. Non, c'est pas ça, c'est que c'est les conditions concrètes, tu peux en témoigner, d'un déplacement présidentiel. Il n'y peut y avoir qu'une prise de vue, qu'un angle, et c'est les angles de smartphone, par rapport à là où est la foule, sinon t'as les malabars de la sécu, donc tu peux pas. Bon, alors pourquoi je disais ça ?
Oui, et la vraie anticipation, c'est de raconter la destruction, la disparition, comme toi, du Parti socialiste. C'est ça que raconte Baron Noir. C'est la fin d'un monde. Et c'est ça que moi j'ai ressenti. C'est-à-dire que je me disais, bon, par exemple, prenons les images. J'ai fait la campagne une semaine de Jack Lang. À un moment, les chefs de mon courant de l'époque nous ont dit on va faire un coup avec Lang. Et donc, voilà. Ça faisait hyper chier. Et lui-même n'y croyait pas une seconde. Et en fait, c'est ce que dit la scène que vous avez vue. Et il faut remarquer un autre truc sur le fait que ça ne sert pas à rien de militer. C'est que Jack Lang dit Lynn Cohen-Solal, mon porte-parole. Peu de gens diraient ça aujourd'hui. C'est important de voir que même si tout s'effondre et que tout semble dégueulasse, en réalité, des avancées existent, elles sont palpables et elles nous deviennent naturelles. C'est pourquoi Anna, dans le rôle d'Amélie, n'a pas été présentée comme une conquête, mais comme une évidence. Il faut, et c'est comme ce que tu as fait, Rebecca, il faut poser les choses pour qu'elles puissent, je crois, exister un jour. Si on le fait pas dans la fiction, il n'y a pas d'autre espace possible pour le faire. Bon. Et la deuxième, et donc Jack est tout à fait sympathique. En fait, moi, dans cette scène, il m'émeut parce qu'il s'emmerde. Il sait qu'il va perdre, que tout est joué d'avance, et je vous assure, à l'époque, le Parti Socialiste, c'était pas comme aujourd'hui. Ça votait au canon, c'était très organisé, et vous rentriez pas dans des sections comme ça. Bon, donc, il savait qu'il avait perdu. Moi, ça m'émeut, ça. Ça me rappelle j'en ai mené tellement des batailles perdues. Et Georges Frêche n'est pas qu'un acteur dans cette scène. Il y a tout le combat politique de toute une vie. Il est à la fin de sa vie. Et ça m'émeut aussi, parce que je pense que c'est vrai ce qu'il dit. C'est-à-dire, voilà, parce que ça nous fait rire, parce qu'il y a un regard caméra, tout ça, mais tout est vrai. Oui, c'est violent, oui, il faut tuer en premier. Et quand on n'est pas capable de le faire, il faut dégager. Parce que sinon, c'est votre vie personnelle que vous détruisez. Voilà, donc moi j'ai dégagé, t'as dégagé. J'ai dégagé avant toi. Quoi. Ouais, parce que nous on s'est connus avant, en 92-93 à Strasbourg. C'est le hasard le plus complet qu'on ait fait de la politique ensemble. Ouais. Moi, j'ai vécu que 3 ans de ma vie en Alsace. Il se trouve que effectivement. Moi aussi, j'ai vécu que 3 ans de ma vie en Alsace. Ben voilà, et on est tombé à ce moment-là. On n'était pas du tout d'accord, mais il a quand même collé des affiches à mon nom et je t'ai pas rendu l'appareil. Je suis désolé. Oui, mais moi, je me suis jamais présenté à une élection. Mais surtout, non. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la disparition du Parti socialiste. C'est-à-dire, nous n'étions d'accord sur rien. Mais nous étions dans le même parti. Et en fait, et donc on pouvait gagner des élections, si vous voulez. C'est un peu mécanique, quoi, à un moment. Et après, il y a... Dans Georges Frêche, je me souviens de l'avoir vu pour essayer d'attraper des voix pour mon courant à Montpellier. Et il fallait négocier avec Georges Frêche. Si vous avez jamais négocié avec Georges Frêche... à 50 ans, vous avez raté votre vie. Parce que c'est un moment, je veux dire, très très impressionnant où vous avez une bête en face de vous. Je veux dire, il faut voir le film de Yves. Le type bouffe des post-it et avale. Il recrache pas, il avale. Et moi, j'ai vécu ça, c'est-à-dire, j'étais tout jeune militant, il fallait que je ramène des voix. Et le mec m'a écouté, il disait rien. Et il a dit, comment tu t'appelles, toi? J'ai dit, Benzekri. Il m'a dit, ah ouais. C'est quoi ça, Oujda, Oran, Alger? Je dis ouais, un peu tout à la fois. Elle m'a dit ouais, donc rien quoi. Je dis comment ça rien? Elle m'a dit bah aucune voix. Et c'était la fin de l'entretien. J'avais parlé une demi-heure. Hein. Et je veux dire, chacun a sa particularité et moi tous m'ont inspiré, c'est-à-dire que je les aime. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que pour faire une fiction politique, il faut y croire. Dans ton film, il y a de l'amour. Des difficultés dans lesquelles ils sont plongés, dans ce qui semble inextricable. Bon, Yves, c'est une évidence. Je veux dire, c'est parce que vous pouvez pas... et il y a des figures, il y a des archétypes. Par exemple, Henri Weber, dont parlait tout à l'heure Fabienne, qui était un militant trotskiste dans sa jeunesse, qui est devenu Parlement européen, comme elle le disait tout à l'heure, c'est un adolescent. Mais si vous voulez, à 65 ans, c'était un adolescent. Vous comprenez, les gens, il faut les aimer pour ce qu'ils sont et pas d'abord pour ce qu'ils pensent,
pour les filmer et pour écrire sur eux, je crois. Et donc voilà, moi, en fait, ça vient de là, Baron Noir. Moi, je les aime tous dedans. Je veux dire, j'ai été... Et là, j'allais dire, quand Anna a disparu, j'ai été très ému, je n'y arrivais pas, etc. Et là encore, de vous en parler, j'ai envie de pleurer comme Georges Frêche. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qu'il faut ressentir. Sinon, vous faites du cynisme. Voilà. Non, et puis surtout, je pense qu'il faut... Pardon. Je pense qu'il faut faire attention parce que la politique est extrêmement critiquée, dévalorisée, salie tout le temps par beaucoup de gens qu'on entend sur les ondes. Et en réalité, même s'il y a des accidents, quelquefois des gens malhonnêtes, mais c'est quand même une minorité absolue, c'est vrai que ce sont des gens qui consacrent leur vie à des métiers très difficiles. Alors, je ne veux pas faire béni oui, mais on est tous des citoyens et on a besoin de cette classe politique, même si elle doit évoluer, même si les partis doivent mourir, renaître, etc. Et il y a un bashing perpétuel de l'homme et de la femme politique qui est dangereux pour la démocratie. Voilà, alors, j'ai fini mon petit chapitre, mais je le dis parce que je le pense profondément. Mathieu, pour justement rentrer dans ce monde politique, vous prenez vous-même ce rôle un peu d'intercesseur à la fois dans vos BD et dans La Disparition, dans lequel je veux dire, vous jouez, mais dans lequel vous intervenez auprès de tous ces politiques qui racontent justement la disparition du PS. D'où vous est venue justement cette envie de faire partie justement de cette histoire en étant un peu la personne qui va introduire le lecteur ou le spectateur dans cette vie politique? Par un concours de circonstances, comme dans les bons scénarios. Moi, j'avais fait une première bande dessinée sur sur le tournage d'un film où j'ai croisé Anna Mouglalis, qui est le film Gainsbourg vie héroïque de Johann Sfar, qui est un ami, un très bon ami. Et il m'avait invité à venir observer le tournage, et je devais juste passer quelques jours et faire des dessins, et puis voilà, pour faire une publication là-dessus. Et en fait, j'ai découvert ce milieu, le cinéma, que j'ai trouvé fascinant à raconter de l'intérieur, côté coulisses. Et comme j'étais copain du réal, j'avais accès à tout ce qui n'arrive jamais sur un plateau. Enfin, je pense qu'il faut être inconscient pour laisser quelqu'un rentrer partout et tout regarder sous toutes les coutures. Et je me suis vraiment passionné pour ça, et j'ai fait un bouquin très épais qui raconte ça. Et puis après, à partir de là, j'ai pris goût à ce poste d'observation privilégié, donc de l'intérieur, et j'ai basculé Jérôme Brésillon, qui était le photographe de plateau de Gainsbourg vie héroïque, qui est malheureusement décédé aujourd'hui, mais à l'époque avait aimé ma démarche et m'avait proposé de faire la même chose à Libé, le journal Libé, Libération. Et donc j'ai passé 6 mois à Libé, à raconter les coulisses du journal. Et là, on était en 2011, et 2011, on commençait à parler de la présidentielle de 2012. Et donc pendant 6 mois, je suis dans les coulisses du journal, j'observe la vie du journal et évidemment l'actualité. En plus, l'actualité très riche à cette période. Il y avait les printemps arabes, il y avait la mort de Ben Laden, il y a eu Fukushima, etc. Et surtout, un séisme politique qui est l'affaire DSK. Et donc l'affaire DSK, pour quelqu'un qui a vu de Libé, c'était... c'est mieux que de la fiction, quoi. C'est beaucoup plus fort. Et toutes les personnes ici qui font du cinéma connaissent bien cette période, je pense, parce que c'était au moment du Festival de Cannes. Et il y avait... j'avais accompagné les journalistes de Libé à Cannes. Et ceux qui y étaient peuvent en témoigner. Les gens dans les salles de projection ne regardaient pas du tout les films, ils regardaient les téléphones portables. Et il y avait d'ailleurs cette année La Conquête. La Conquête, donc le film sur Sarkozy. Et donc il y avait un mélange comme ça de réalité et de fiction qui était très très fort. Et évidemment la réalité arrive avec des arguments qui sont difficiles à combattre. Et puis assez naturellement j'ai glissé, et quand Libé m'a proposé de suivre la présidentielle, j'ai dit ok, sans savoir dans quoi je m'embarquais, parce qu'après c'était fini, quoi. C'est une drogue dure. Puisque tu parles de Libé, pardon, t'as vu le film de Thierry de Peretti? Non, j'ai pas... je t'encourage. Ouais. J'imagine que tu connais bien leur conférence de rédaction, que moi j'ignorais tout, même de l'arène, du spectacle, et j'ai été très impressionné par le film. Ouais. C'était juste pour te faire rebondir si tu veux. Non, mais ouais, tout à fait, ouais, j'ai très envie de le voir aussi.
Yves, dans cette immersion dont parle Mathieu, vous parlez d'un contrat oral et moral signé avec les personnes que vous filmez, qui est une balance entre la distance et la confiance. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de ce contrat ? Oui, justement parce qu'il est oral, il n'existe pas. C'est-à-dire qu'il est pas signé, justement. Donc c'est juste un accord tacite. C'est-à-dire que du moment qu'on passe du temps avec ces hommes, ces femmes, pour moi c'est plus souvent des hommes que des femmes, il ne s'agit pas de les trahir, ni de les trahir au tournage, ni de les trahir au montage. Après, à l'inverse, par exemple, il n'y a pas de caméra cachée, j'ai jamais fait d'images volées, de choses comme ça. Et à l'inverse, je dois être libre, le plus libre possible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de droit de regard sur le montage final, qu'ils découvrent le film une fois terminé, que les conseillers ne s'invitent pas dans la salle de montage, sinon je ne ferai pas le film. Donc oui, c'est vraiment trouver ce bon équilibre entre la confiance et la distance, et c'est vrai qu'il y a souvent deux écueils dans les documentaires politiques. On a l'impression que les hommes politiques ne sont pas des humains comme les autres, et qu'il faut soit... Il y a deux tendances qui sont... soit c'est des films brosse à reluire, hein, et donc où tout se fait en accord avec le réalisateur, ou alors on fait des fausses coulisses. Enfin, c'est ce que produit hebdomadairement le candidat Macron chaque semaine, oui, c'est ça, tous les vendredis, je crois. Et puis après, c'est les autres films, c'est-à-dire que parfois l'un nourrit l'autre d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il faut faire des films, il faut forcément les piéger, essayer de leur mettre des micros à chef, mais après de les avoir, quoi. Et donc, moi je trouve que ça présente assez peu d'intérêt, donc j'apprécie quand les spectateurs pensent des choses différentes. Bien sûr qu'il y a un point de vue, un parti pris, c'est le principe même du documentaire que d'avoir une subjectivité, mais de pas imposer cette subjectivité au spectateur, et cette distance dont je parlais entre le filmeur et le filmé, il faut aussi qu'elle existe entre le film et le spectateur. C'est-à-dire que le spectateur, il vient aussi avec son cerveau, avec son bulletin de vote, avec ses idées, et je l'ai pu le remarquer notamment avec Georges Frêche comme avec François Hollande, d'avoir vu des réactions très différentes, parce que évidemment on croise, chacun vient avec sa subjectivité, et donc il y a eu Frêche, il y avait des gens qui me disaient que je démontais le bonhomme, son cynisme, son populisme, son clientélisme. Je pense pas que ça soit tout à fait ce film-là non plus, et puis d'autres qui me disaient les larmes aux yeux parce que Frêche venait de mourir, merci pour ce merveilleux hommage à Georges. Et pour Hollande, on avait eu, grâce à toi, Hollande va être réélu, et d'autres qui disaient que c'était les journalistes, notamment les journalistes. Et c'est d'ailleurs compliqué parce que parfois les hommes politiques lisent la presse et après changent d'avis sur le film parce qu'ils ont lu la presse. Et donc ils disaient c'est dévastateur pour le chef de l'État. Voilà. Moi, je dis pas que je suis dans une troisième voie, mais en tout cas, je pense qu'il y a... c'est important que le film il pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses, et que les spectateurs puissent aussi changer d'avis une semaine plus tard, ou en revoyant le film plus tard. C'est le cas avec... on en discutait avec Laurent Sibien, qui a fait cette série de films qui me passionne sur son pote de droite. Ouais. Et on parlait avec Laurent d'un film qui nous a tous inspirés de mon ami regretté Christophe Hudson-Berger, qui s'appelle La Conquête de Clichy, et où à l'époque, quand on l'avait vu, on trouvait que ce Didier Schuller, c'était vraiment un sale type. Et puis on revoit le film et on lui trouve finalement beaucoup d'humanité. Enfin, je rejoins un peu ce qu'a dit Eric tout à l'heure. Donc oui, vraiment, voilà. Je pense aussi que vraiment, il y a une constante un peu, et c'est aussi la différence de la sphère médiatique et de la sphère série, documentaire. Et on parle d'humanité, d'hommes, et vachement dans les extraits de tes deux films, des corps. C'est-à-dire, voilà, là c'est Frêche, c'est larmes, sueur, salive. Juste avec une variation d'angle, alors que c'est probablement quelque chose qui a été filmé en direct dans la salle du meeting. Et souvent aussi, la vérité, elle se fait au-delà du discours, elle se fait juste à travers filmer des corps, ces corps de politiques, ces visages maquillés qu'on va voir dans les médias, dans des choses, on va dire, beaucoup plus comment dire, carrées, contrôlées.
Et voilà, il suffit pas grand-chose, une présence longue dans un documentaire ou même dans Parlement, tout cet effort de monter des escaliers, d'être dans un bureau perdu au milieu de tout le monde. Voilà, évidemment, les personnages dans Baron Noir n'arrêtent pas de courir. L'exercice de l'État, on le voit dans les chiottes, on le voit dormir, vomir, pleurer. Enfin voilà, c'est aussi finalement, enfin s'approcher de ça, c'est souvent un terrain qui est que pour nous, pour le coup, par rapport, je dirais, par rapport à la représentation politique, publique et médiatique, quoi. Oui, je crois que c'est important, effectivement. C'est une chose que je voulais dire tout à l'heure, mais filmer les corps, et notamment dans ces deux extrêmes, c'est pour moi toujours une obsession. Et l'homme politique a toujours peur de la présence d'une caméra, mais il a surtout peur de la présence d'un micro. Moi, il se trouve que je filme toujours seul, donc il n'y a pas de perche, et c'est ça qui leur fait peur. C'est la petite phrase qui sera le lendemain dans le journal. Moi, généralement, ceux qui leur fait peur, ou ceux qui pourraient dire dans ce fameux contrat, où en général, j'ai dit je veux rester là tout le temps, mais s'il y a quelque chose qui vous embête, vous me le dites sur le moment, ou après la séquence, c'est encore mieux, vous me dites ça, Yves, pardon, mais cet aspect-là, c'était le cas notamment, c'est plus gênant quand on filme à l'Élysée qu'à Fleury-Dôde, dans le petit village où j'avais filmé les municipales, mais il y a des moments, effectivement, où des séquences auxquelles Mathieu a pu assister, avec des réunions notamment beaucoup sur l'international. La diplomatie, c'est là où c'est il y a quand même la phrase sur Fleur Pellerin qui a été terrible. Oui, certainement, mais ça, ils n'en avaient pas trop conscience, et c'est la partie dont c'est le passage qu'on me rappelle le plus, et c'est certainement la séquence que j'aime le moins, mais ça, parce que elle est sous-titrée, et là c'est la petite phrase justement. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment filmer des corps en mouvement, de filmer les gens, de filmer les silences, de filmer l'homme politique en train de manger. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit, Georges Frêche fait de la politique comme il mange, en s'en mettant partout. Et je crois que c'est vraiment ça. Alors, il ne mange pas que les post-it, il avale tout. Mais ça raconte beaucoup. Comme évidemment, c'est pas, même si c'est drôle, allégresse, enthousiasme et gravité, mais ça dit beaucoup de Jack Lang dans son rapport à lui-même, enfin, dans cette espèce de geste onanique avec la cravate. Et là, je suis pas d'accord avec Eric. Je pense qu'à ce moment-là, il ne sait pas encore qu'il a perdu. C'est son entrée en campagne. Ça va pas tarder, mais il ne sait pas. Et il y a eu un vrai suspense jusqu'au moment où il est dégagé. Mais bref, de lectures différentes, ce ne serait pas la première fois qu'on ait des lectures différentes sur la politique. Et donc c'est vraiment les corps, et ils n'en ont pas conscience, parce que c'est ce qui leur échappe. Et ça lui échappe. Effectivement, ce Jack Lang qui, lui, a quand même l'habitude des médias, c'est pas là, il est pas un perdreau de l'année, comme dirait Georges Frêche. Et là, il y a des faits bulles aussi. Il y a deux bulles dont le réalisateur profite sans forcément piéger le filmer. C'est le téléphone plus la voiture. Il y a des choses qu'on fait quand on est au téléphone dont on ne se souvient pas. On peut faire compulsivement la poussière, on peut se balader dans l'appartement sans savoir dans quelle pièce on a été. Plus la voiture, il suffit de regarder les gens au feu rouge quand ils mettent le doigt dans le nez ou des choses comme ça. Donc là, il y a la double bulle qui fait qu'il était fatigué, que moi j'étais là pour lui poser une question. Je rêvais que d'une chose, parce qu'il était difficilement accessible. Ça faisait 1 an que je tournais, essentiellement avec des gens qui étaient déjà en course, dont Bertrand Delanoë. Moi, j'arrivais pas à accéder à Jack Lang. Et là, je rentre dans la voiture et je dis, je vais pour lui poser une question, et il répond à une interview de France Inter. Et là, je me suis fait piquer mon moment. J'étais furieux. Et en fait, c'était ma chance. Ma chance, parce que ce qui m'intéresse, ce qui lui échappe, c'est les mouvements. C'est vraiment ça, quoi. Et après, voilà. Donc, le contrat, je pense, voilà, il l'a vu. Il n'est pas venu à l'avant-première, mais je peux. Le principe, jamais je n'ai eu de pression, et même à l'Élysée, je dois, ou alors si ça ne doit pas se faire, enfin, je veux dire, avec Macron, avec Sarkozy, avec Mélenchon, c'est impossible. Ils contrôlent tout. Voilà. Après, c'est vrai que quand tu étais là, je crois, Mathieu, à la projection, oui, bien sûr, j'étais assis à côté du président de la République, donc dans la salle de cinéma de l'Élysée. Dans la salle de cinéma construite par Pompidou, au sous-sol, le cinéma de l'Élysée. C'était très impressionnant. Et donc, après les applaudissements, la première chose que m'a dite François Hollande, c'est « Alors Yves, comment on fait pour l'interdire, ce film ?» Et alors je lui ai dit « Monsieur le Président, si vous connaissez des gens haut placés, vous pouvez toujours essayer. » Voilà.
Bonjour. Je voulais savoir pourquoi l'homme politique accepte d'être filmé par les documentaristes. Pourquoi? Quel intérêt il trouve de cette manière? Je monopole un peu le micro, mais parce que oui, je suis le seul réalisateur de documentaire, mais quoique non, puisqu'il y a aussi Mathieu. Alors c'est une question évidemment qui s'adresse à eux et pas à moi. Je pense que les raisons sont différentes, mais la principale à mes yeux est quand même de laisser une trace. Voilà, de se dire est-ce que ce film restera ou pas. Voilà, donc, mais évidemment c'était pas la même chose quand Pascal Sauvage et moi on est allés voir en 99 Jacques Dominati. Il y en a qui n'acceptent pas de la même façon. Bertrand Delanoë au moment de Paris à tout prix, et que j'avais réalisé des films mais qu'ils ne connaissaient pas. Enfin, c'était mon premier film. C'est la première fois que je touchais à une caméra. Et puis un moment où j'en ai réalisé d'autres et que c'est 15 ans après ou 20 ans après que... Alors autant Frêche n'avait jamais vu aucun de mes films, autant Hollande en avait vu beaucoup parce qu'il a une vraie culture documentaire, que ça le passionne, et que je pense que François Hollande a vu la plupart de vos films à toutes et à tous, ou de nos films. Mais je pense que de laisser une trace, oui, après c'est pas forcément la trace qu'il voudrait, mais contrairement au bouquin j'aimerais bien un jour que Hollande voit ce film-là dans 10 ans, par exemple, et qu'on en recause, parce que je pense que contrairement au bouquin de Davé et l'homme, je ne l'ai pas trahi. L'un des choix aussi qui j'imagine se pose quand on filme la politique ou le politique, c'est aussi, et ce qui ressort en fait de nombreux films, c'est tout ce décorum de la présidence qui apparaît souvent très monarchique, notamment quand on filme l'Élysée. Et à l'inverse, dans Les Sauvages, vous avez choisi plutôt de filmer plutôt comme... excusez-moi. L'ambassade d'Italie dans Les Sauvages, ouais. Je l'ai filmé à l'ambassade d'Italie. Vas-y, okay. Je leur donne du courage, dis-moi. Super. C'est plutôt comme Barack Obama que vous avez filmé le président, à l'inverse en fait de ce décorum qu'on peut trouver à l'Élysée ou... Oui, c'est vrai qu'il y a un imaginaire comme ça autour de Barack Obama, parce que d'abord, je trouve la ressemblance assez frappante. Je pense que le parcours d'un président qui serait... Alors, Sabri Loata, il avait pris... C'était très important pour lui qu'il soit ni en carte TPS, enfin, de ne pas l'ancrer dans une politique très référencée, contemporaine. Je crois qu'il a écrit les livres en 2012. Il y a des effets quand même assez fascinants dans son texte, notamment un parti qui s'appelle La Reconquête. Le slogan de campagne de Chaouch dans le livre de Loata, c'est « Le changement, c'est maintenant ». Bon, voilà, donc il me fait un tirage de cartes assez fréquemment. Et c'est assez impressionnant, ça je l'évoquais tout à l'heure, mais non, le décorum, moi je pense que c'est un petit peu comme au théâtre, c'est qu'à partir du moment où on met une couronne, on dit c'est le roi, avec un seau d'eau en disant c'est ses larmes, ça fonctionne. Donc moi en fait l'Élysée, j'ai visité l'Élysée qui est facilement, j'ai été surprise de voir que c'était facilement visitable. Je sais que vous avez tourné à l'Élysée, mais le lieu m'a pas paru crédible. Alors, non, c'est vrai qu'il est pas terrible. Il est pas terrible en fait, l'Élysée est moins bien. C'est tout petit, c'est un. Alors il y a des salles qui sont un peu. Mais nous, les bureaux présidentiels n'ont jamais été filmés à l'Élysée. Ils sont bien plus somptueux dans des préfectures de province qu'à l'Élysée. Ouais. Ouais. Alors c'est un point quand même très important, que la vérité est parfois pas vraisemblable, donc il faut négocier un petit peu avec ça, on le sait tous quand on écrit de la fiction sur de la politique. Donc non, sur les questions du décorum, moi je trouve que c'est important de les commenter, de se les approprier, donc voilà, avec des outils qui sont la boîte à fiction. Mais c'est sans vouloir... quand je vous écoute tous, je me dis, au fond, on est tous en train d'interpréter une chose qui est de l'ordre de la responsabilité autour de la fiction politique. Et je crois que cette responsabilité, elle est forte parce qu'on se rend bien compte qu'au fond, c'est né en même temps. Si on regarde les catégories du récit, alors sans revenir à Aristote, mais la politique et le storytelling, pour rendre un mot, un américanisme, ça va de pair, ça naît ensemble. Donc on voit bien que ça se tire main dans la main. Et on voit bien que, sans parler sans citer un film pour un autre, mais on voit que quand il n'y a pas une colonne vertébrale solide sur la question politique, le film est récupéré, suivez mon regard, que c'est possible de se laisser complètement déposséder, en fait, qu'un storytelling peut naviguer. Donc là, je mélange un peu le politique, la politique, mais on va le dire au carré. Quand on parle de politique avec une dimension politique, oui, on a une responsabilité et beaucoup plus grande peut-être
que dans des films poétiques, même s'il y a un cinéma de prose et de poésie, et je pense que c'est au fond une même responsabilité, mais là elle est visible. Donc c'est ça qui moi m'a fait un peu peur, mais qui m'a aussi donné beaucoup d'énergie. Non mais je partage absolument tout ce que tu as dit, parce qu'effectivement la responsabilité elle pèse, parce que le climat actuel, on peut le dater factuellement à des endroits différents, mais au début du siècle, en tout cas, tout a changé. C'est-à-dire, après la scène avec Jack Lang, tout a changé. On peut le dater, il y a un nouveau siècle, c'est comme ça, tout le monde connaît la date, et je ne le dis pas vu qu'on est en campagne électorale. Mais vous avez eu une sorte d'accélération du temps politique. Et cette accélération, elle est visible dans les séries et dans les films dont on a vu les extraits. Accélération du temps avec un candidat d'origine algérienne. Accélération du temps avec une femme présidente de la République et déjà présidente de la République, dont on ne fait pas tout un foin de la conquête, à part sur le plan politique, c'est-à-dire de son positionnement politique à elle. Bon. Accélération avec les allers-retours incessants entre Saint-Étienne et Paris, et entre Dunkerque et Paris. C'est-à-dire, vous voyez, dans la mondialisation et dans l'Europe, le territoire national devient plus petit. Donc la fiction le fait, vous voyez, on parcourt nos personnages, l'arpente, si vous voulez, comment vous dire, Rosa Luxembourg et Trotsky s'échangeaient des lettres. Dans les années 20 et qu'est-ce qui se passait? Ils étaient tous les deux en prison. Vous imaginez, il faut mettre les lettres dans un wagon, un train qui prend 10 000 ans pour d'aller de Russie à l'Allemagne, etc. C'est comme ça qu'ils communiquaient. Vous voyez? Je veux dire, c'est pour ça que moi, je suis très heureux quand on a écrit je vais la plier dès maintenant, je vais faire un tweet. What the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je vais vous le dire. 100 tweets par jour pour Donald Trump à partir du moment où il est à la Maison-Blanche. C'est une accélération du temps, c'est une explosion de tous les cadres. Les récits sont détruits. Voilà. Et... Oui, moi, quand je parlais, excuse-moi, Tintin, oui. Quand je parlais de responsabilité, là, je pensais davantage à cette idée, je l'évoquais, je pense que par exemple dans les années 70, les États-Unis ont inventé, il y a eu un succès considérable des récits complotistes. Pourquoi? Et conspirationnistes. Parce que c'est génial. Vous regardez Parallax Syndrome, les films d'Alan J. Pakula, très nombreux, c'est un cinéma qui met très cher, mais on s'est rendu compte que ça a et je pense qu'aujourd'hui on est les héritiers de ce cinéma qui nous a séduits, passionnés, mais qu'aujourd'hui c'est très 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 facile. Pardon, je parlais plus de ce type de responsabilité, de morale en fait. Ouais, voilà. Je comprends, tu sais, c'est l'habitude de la politique, je pars d'un point et j'arrive, je sais pas où. On est parti sur Rosa Luxembourg, oui, j'étais perdu. Oui, mais parce que je suis, moi. La lenteur, elle permet aux idées de se déployer, tout simplement. Et c'est pour ça que je parle de Rosa Luxembourg et de Trotsky, parce que c'est des kilos et des kilos de réflexions couchées sur papier, qui sont après vérifiables. On peut leur reprocher, oui, mais vous l'avez écrit. C'est pas pareil que je l'ai dit un jour, oui, mais j'étais fatigué, j'étais pressé. C'est pas la même valeur, vous voyez. Donc quand on est... ce qui m'amuse, par exemple, dans la scène tout à l'heure qu'on a montré, c'est que Vidal... Son affiche, par exemple, j'avais oublié, c'est le vote efficace. C'est-à-dire, c'est très prévisible ce qui va se passer. Vous comprenez, c'est très simple. Il n'y a pas de magie, de trucs d'anticipation. Tout est écrit. C'est très très simple. Eh bien, il commence son discours par dire, moi, mon problème, c'est, tu crois à l'union de la gauche comme on croit à je sais plus quoi, et c'est une chemise sale, et il est temps de la jeter. C'est une phrase de Lénine. Pourquoi ça m'amuse? Ça m'amuse Lénine et le tweet, dans la même scène. C'est-à-dire que, si vous voulez, les idées sont les mêmes. On parle des mêmes choses, abandonner un parti pour en fonder un autre, et c'est ce qu'a fait Lénine à l'époque, vous voyez, et c'est ce que fait le personnage de Vidal dans la série. Mais les moyens technologiques n'étant plus les mêmes, ça ne crée pas les mêmes événements. C'est très rapide. Et l'accélération, elle crée, si vous voulez, des folies. Je termine en disant la phrase de Steve Bannon, conseiller de Trump, au moment des primaires américaines, les premières, à l'élection de Trump.
il a dit cette phrase folle. C'est précisément parce que les médias nous croient impossible de gagner qu'on va gagner. C'est fascinant parce que les faiblesses se transforment en force. Et la force, elle est... Vidal lui-même a une phrase à un moment, il dit « Aujourd'hui, vous donnez un flingue à un mec, il tire sur le chef. » Voilà. Et donc tout se retourne. Ce qui était une force d'être en tête, d'être fort, vous devenez une cible. Vous êtes et c'est pour ça que je relis à ce que tu as dit, excuse-moi, je viens de me rendre compte. Et quand on a quelque chose d'incroyable à raconter, c'est-à-dire partir de tout petit pour accéder à quelque chose qui paraît impensable, on a une chance de le faire. Storytelling. Le storytelling, maintenant, c'est la surprise. Et tout le monde cherche la surprise. Voilà. Et la rapidité, parce que c'est la même société dans laquelle vous appuyez sur votre téléphone pour commander un plat de pâtes qui arrive en un quart d'heure, quand vous vivez dans une métropole, et le fait que vous demandez aussi la baisse du chômage, mais qu'elle n'arrive pas en un quart d'heure. Donc il y a un grand hiatus, je veux dire, cognitif. C'est au-delà des idées, c'est cognitif. Enfin, je crois. Enfin, j'en suis là, quoi. C'est dur de rebondir. Fabienne, produire en fait tous les films. Enfin, j'allais dire Fabienne, mais ça s'adresse à tout le monde parce que j'ai l'impression que aussi, d'après ce que vous avez dit, l'œuvre la plus militante que vous pouvez montrer, c'est finalement cette œuvre elle-même, cette implication, cet engagement qui est la création. Et le rôle de productrice, c'est aussi mettre en valeur et mettre en avant toute cette création. Et voilà. Je pense qu'on a énormément de chance de faire ces métiers, puisque justement on peut créer, on peut fabriquer des œuvres, fabriquer des objets, fabriquer des choses qui restent et qui participent du débat public. Et que c'est extraordinaire, surtout par les temps qui courent. La société va quand même très mal, le monde bascule complètement. Pour notre génération, je parle encore de génération, mais c'est vrai, entre la montée de l'extrême droite, dont on ne sait pas ce qui va se passer dans quelques jours, mais il faut quand même être très inquiet. Et c'est pas une macroniste qui parle, hein. Et la guerre qui est revenue en Europe, c'est quand même... Voilà, le chamboulement total de ce qu'on a vécu depuis 80 ans. Donc, en tout cas, nous, là, et vous, je pense, on a cette chance de pouvoir témoigner, faire exister des langages, des œuvres, des prises de position. Et c'est formidable. Donc, profitons-en. Voilà. Puisqu'on parle de responsabilité, je pense qu'on a une immense responsabilité quand on a la chance de faire ces métiers. Et puis là, on parle que de représentation le politique est possible quand on est en démocratie. Là, c'est pas possible. Enfin, si, il y a les films de Barbet Schroeder quand il va filmer des dictateurs qui sont d'ailleurs... Enfin, le film avec Amin Dada qui est incroyable. Bon, mais c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Puisque c'est... Enfin, il y a un jugement dès le départ, quoi. C'est pas... Il y en a de plus en plus, en France, les dictateurs. En tout cas, des films, des dictateurs aussi, peut-être, voilà, l'un appelle l'autre, mais en tout cas, là, je suis surpris. Enfin, alors, est-ce que c'est dû au fait que les distributeurs ont décidé de sortir leurs films en période électorale? C'est pas idiot. Il y a en même temps qu'on verra ce soir dans cette salle, mais je suis allé au cinéma, j'ai vu qu'il y avait un autre film qui était annoncé avec... Le Monde d'hier. Le Monde d'hier, voilà, exactement. Que j'ai pas encore vu, le film de Thomas qui vient de sortir. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses entre les séries et ce qui n'était pas une habitude. Enfin, souvent, je sais pas ce qu'on vous disait à vous, le documentaire, il y a toujours eu une école documentaire et j'ai d'illustres prédécesseurs, mais pour la fiction, on disait toujours que les Français étaient à la traîne. Là, j'ai l'impression qu'en peu de temps, vous rattrapez le temps et qu'en plus maintenant des dessinateurs de bande dessinée se mêlent de cinéma, alors ça enrichit encore. Après, il faut que les salles se remplissent bientôt, mais est-ce que c'est un phénomène
Je l'ai pas du tout étudié, donc c'est presque une question que je pose. Je vois ça, est-ce que c'est un épiphénomène ou est-ce qu'il y a un vrai mouvement de fond? Je pense que c'est pas forcément... Enfin, si je peux me permettre, je pense que c'est pas forcément bon signe. Je pense que c'est corrélé à la pipolisation de la vie politique. C'est-à-dire le fait que la vie privée même des politiques devienne un enjeu de fiction quotidienne dans le quotidien des Français, c'est-à-dire l'intérêt pour la sexualité des politiques, qui a toujours été... fantasmée depuis depuis des années, mais là, elle devient réelle. C'est-à-dire qu'il y a un effet de transparence dans la vie politique qui fait que la vie privée des politiques fait partie de leur programme. Alors, on voit bien aux États-Unis que ça fait très très longtemps, mais c'est quelque chose qui est arrivé en Europe, on va dire, il y a une trentaine, quarantaine d'années, disons en tous les cas avec la démocratisation de la télévision. C'est-à-dire vraiment le visage d'un politique devenait aussi important que... Et je ne suis pas du tout une spécialiste, mais j'ai la sensation que quand on voit Borgen, les grandes séries politiques qui ont débarqué à la fin des années, je parle de Sous tout contrôle, tu connais mieux que moi, mais c'était quoi 2000. Voilà, et je pense que c'est corrélé en tous les cas à un effet de pipolisation des politiques, et c'est pour ça qu'il y a une responsabilité grande. Et on voit bien qu'House of Cards, qui est une série que moi j'aime bien, je l'écoute. C'est pas désagréable là, le micro, pardon. Ah bon. C'est moi qui me saoule. Bon, voilà. Non, mais c'est ça. J'ai l'impression que c'est en même temps, passionnant. Je l'aime bien cette série, mais je la trouve effectivement, c'est ce que tu disais, c'est un effet de cynisme. Et je crois qu'il y en a une West Wing a amené l'élection de Barack Obama. House of Cards a précédé celle de Trump. Je crois pas que c'est nous donner ou leur donner trop d'importance que de dire qu'il y a peut-être un lien. En tout cas, pour les films de cinéma purs, pas les fictions, pas les séries, il n'y a pas encore si longtemps, on citait toujours le film de Pierre Schoeller, qui est une vraie réussite, l'exercice de l'État, mais c'était un peu toujours le seul qu'on citait. Et maintenant, en 3 ans, 3-4 ans, je ne sais pas si il y a Quai d'Orsay aussi. Quai d'Orsay, évidemment. Oui, Quai d'Orsay, pardon. C'est vendeur. Oui, mais est-ce que par exemple, je sais pas, est-ce que Thomas, Rebecca, vous avez d'autres projets de films où il sera question de politique? Est-ce que Anna, on lui propose des rôles de femmes politiques encore ou pas? Ou enfin, est-ce que ça va continuer ou pas? C'était mon interrogation, et comme la réponse elle est aussi dans vos têtes ou dans vos projets ou dans vos envies. Mais... Moi, je ne sais pas si ça va continuer, mais moi je pense que je continuerai un peu, quoi. Peut-être pas tout de suite, mais j'ai quand même des trucs en gestation qui parlent de la chose politique, pas forcément sous le même angle, mais évidemment, j'ai un peu pénétré aussi ce monde-là. Il y a énormément d'histoires à raconter, et puis peut-être aussi que les séries ont libéré aussi une espèce de confiance de parler de l'actualité, sans non plus avoir forcément le nez sur l'actualité, parce que c'est vrai qu'on met du temps à écrire des films, et que parfois on en est un peu décalé, mais on y capture quelque chose. Et aussi probablement qu'à mesure que les temps se raccourcissent, comme disait Eric, et qu'on est dans un truc de storytelling, je sais pas, moi je crois que ça nous donne envie de raconter d'autres histoires que ça, ou vous de filmer d'autres histoires, de prendre un temps différent, quoi. Voilà. Je sais pas. Moi, je voulais aussi rebondir sur le fait que les politiques aussi regardent et consomment des séries et des films. Et ça, c'est super intéressant de voir comment cette chose les influence et les nourrit. Et je me rappelle en 2012, quand je suivais la campagne de François Hollande, il y avait des gens dans son équipe de campagne qui se comparaient par rapport à West Wing, justement, en disant oui, moi je suis plutôt CJ, plutôt. Et c'est dingue parce que oui, CJ qui était la responsable presse, je crois que c'est ça, de communication. Et on voit comment ça se répond, quoi. Il y a vraiment des allers-retours de fiction, de réalité, et je trouve ça assez vertigineux. Anna, justement, en parlant des réseaux sociaux, en parlant des images qu'on voit de plus en plus des politiques à la télé, comment est-ce qu'on gère construire un personnage, en fait, dont on voit en ce moment, dont on peut politiquement on pourrait voir par les réseaux sociaux ou par la télé ou par les représentations officielles, comment est-ce qu'on construit ce personnage alors qu'on doit le jouer, aussi dans le personnel et dans le... Moi, je le joue très peu dans le personnel. Ça a été d'ailleurs un choix d'écriture qui m'a énormément séduite.
Parce que, effectivement, pour l'incarnation, là, on parle de vrais politiques, tout à l'heure, qui peuvent avoir conscience de la représentation, décider de dire ou pas, de laisser échapper des choses ou pas. Pour moi, on n'est pas du tout dans... Là, il y a quelque chose qui joue, en revanche. Ouais. Non, pardon. Ah, d'accord. Cette petite musique, c'est de la censure. Non, le truc était le plus difficile. Bon, déjà, parce qu'il y avait ce possible d'une femme présidente, et effectivement, là aussi, il y avait une responsabilité, mais il fallait avant tout, parce qu'on m'a confié le rôle, marre si je ratais, et il fallait convaincre quand même, parce qu'on a eu un truc assez intéressant, avec un réalisateur qui n'était pas français, qui a obtenu en plus sa nationalité en cours, il en pleurait, mais qui ne connaissait absolument rien à la politique française. Donc cette percée dans le PS, donc il posait des questions tout le temps, il savait pas, pour lui il n'y avait aucune référence à des personnages existants. Et lui, donc c'était un oriental qui m'aimait beaucoup, et qui voulait sans arrêt, il me disait, mais une belle femme comme toi, quand on lui dit qu'elle est présidente, elle sourit, mais il faut que le chef de l'armée t'embrasse. Il y avait, donc je fais ce personnage de présidente de la République sur des talons quasi aiguilles, 24 heures de film. Mais voilà, qu'il puisse y avoir quelque chose du féminin. En même temps, ça va, parce que j'ai une grosse voix au téléphone, on me dit monsieur, donc... Non, mais c'était tout ça qui était en jeu dans la représentation. Comment est-ce qu'on parle, comment est-ce qu'on n'est pas impressionné par le vocabulaire, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont impressionnés par le vocabulaire politique, alors que franchement, il n'y a pas beaucoup de mots. Non, mais il suffit de lire les pages politiques pendant une semaine et le vocabulaire, on l'a, mais bon. Donc il y avait cette responsabilité de finalement provoquer même la confiance dans l'autorité. Moi, j'ai confiance en mon autorité. Mais c'était pas forcément évident, parce que j'étais une femme, parce que j'étais jeune. C'était à l'écriture, donc les scènes le disaient, mais après... à l'œil, et c'était très intéressant en fait qu'il doute aussi. Pour moi, c'était pas je parle de Ziad, mais son doute était intéressant, et heureusement j'étais soutenue aussi par Eric qui disait c'est le président de la République, la présidente de la République, mais on lui tape pas dans le dos, on lui tape pas la bise, voilà. Qu'est-ce que c'est que la fonction? C'est la façon dont on me regarde. Quand je sais pas, il y a des acteurs qui voulaient rentrer dans mon bureau comme ça. Et on dit non, il y a un protocole, en fait. Il y a un huissier devant la porte. Donc ça se passe pas... et il y a des acteurs qui le prenaient mal aussi. Et tu dis, mais on raconte la fonction, c'est pas à moi de jouer à la présidente. Je suis présidente. Et c'est exactement ce que vous dites à un moment, en plus, dans une scène en table. Et moi, par rapport à ça, justement, dans le Poulain, il y a une scène courte à la fin où on voit, c'est une présidente de la République, et on a galéré parce que on avait une idée géniale, qu'on trouvait géniale, qui était que pendant tout le long du film, on parle d'elle que par son nom de famille, donc elle n'est pas sexuelle, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, le personnage est évoqué. Et à la fin, tu rentres dans le bureau présidentiel et c'est une femme, mais on n'en fait pas une affaire d'État, j'allais dire. Sauf que au montage, on s'est rendu compte que ça marchait pas, parce que les gens avec qui on testait le film disaient mais c'est la secrétaire du président, et il n'y avait pas d'évidence, même alors qu'elle était derrière le bureau présidentiel, mais comme on l'avait pas présentée avant, le spectateur avait pas le temps d'accepter l'idée que cette personne était donc la présidente. Et en plus, on voulait pas qu'elle soit trop... donc c'était une femme, mais en même temps, il fallait pas non plus qu'elle évoque une certaine candidate qui est en campagne actuellement, parce que c'était pas du tout cette tendance-là. Et donc, du coup, on a dû réinjecter avant dans le film des petites séquences où on la présentait pour installer ça. Et on a mis un truc qui est pas du tout réaliste. On a mis un drapeau français et un drapeau européen derrière elle pour faire plus présidente, alors que le vrai président, il n'a pas un drapeau derrière lui quand il est au naturel. Donc je vois bien, c'est vraiment ce que tu dis là, c'est très... c'est des choses qui sont comme des évidences, mais dans la mise en scène, il faut faire attention à la manière dont on les présente.
Mais ça n'a pas été facile pour les femmes en politique. Hein. Parce que ce que tu racontes là, moi, des amis m'ont raconté que les premières réunions, quand Mitterrand arrive au pouvoir et qu'il y a des premières réunions à l'Élysée autour de la situation internationale, il y a une jeune femme qui est très belle, qui est Elisabeth Guigou, qui avait quand même 30 ans de moins, et que le copain qui m'a raconté ça m'a dit, je l'ai prise pour la secrétaire. Je dis, tiens, les secrétaires, maintenant, elles assistent aux réunions de cette importance. Or, elle était, je sais pas quoi, secrétaire d'État ou conseillère pour l'Europe. Donc, voilà, il y a eu du chemin de parcouru, heureusement. On en a des histoires à raconter, c'est un autre sujet. Et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres, en tout cas, d'histoires à raconter. Je vous remercie pour toutes vos réponses, pour votre participation à cette table ronde. Oui, peut-être qu'il y a des questions dans la salle. Merci, Caroline. On a encore un peu de temps, donc je ne sais pas si on a un micro. Le micro arrive. Bonjour, Antoine Marais de France Culture. J'avais une question par rapport à la tentation du président actuel de se mettre en scène dans des séries qui reprennent les codes de Netflix. Quel regard vous portez là-dessus? Et est-ce que vous vous dites « ah, bien vu » ou alors ça vous consterne? Et puis, est-ce que vous pourriez faire une série sur un président qui fait lui-même de lui une série? Est-ce que la mise en abîme ne serait pas un peu vertigineuse? Et puis, j'avais une question pour Yves Geland par rapport au portrait, au documentaire que vous avez fait. Vous avez parlé finalement de l'empathie que vous deviez avoir pour les personnes que vous filmiez. Vous parliez du côté humain que vous vouliez faire ressortir, le langage du corps. Est-ce que vous pourriez faire cela avec l'extrême droite actuellement, et puis il y aurait l'embarras du choix en plus, ou ce serait totalement mission impossible pour vous? Voilà. Je commence par la... Oui, vas-y. Alors, ça serait impossible pour moi, un peu pour les raisons évoquées par Éric tout à l'heure, c'est-à-dire le besoin de se décrasser, enfin, en tout cas de mon passé militant je me suis arrêté assez vite, donc j'ai pas eu tout le parcours, le moment le plus intense de ma vie militante, c'était pile au moment où j'ai rencontré Éric Benzekri, donc voilà, le hasard politique a fait que j'ai quitté le Parti socialiste en 99 et que c'est pile cette année-là que j'ai commencé à réaliser Paris à tout prix. Ça s'est joué à un mois, mais c'est vraiment pas une décision parce qu'en disant il faut vraiment que je non, c'était vraiment sur une question politique et européenne. Et en fait, je ne pourrais pas parce que mon premier engagement, ça a été au lycée avec SOS Racisme à Carcassonne et que je ne me vois pas. Quand on passe 6 mois avec quelqu'un, je ne pourrais pas arriver le matin et serrer la main à Jean-Marie Le Pen ou à Marine Le Pen. C'est physiquement impossible. Mais je ne pense pas c'est une part de lâcheté de ma part. Je ne pense pas qu'il ne faille pas le faire. C'est juste que moi, je ne peux pas. Que ma gastro-entérologue me l'a formellement déconseillé. Et pourtant, il m'est arrivé de trouver des personnages formidables, comme je le dis d'ailleurs dans le numéro de Revue et Corrigé, de Jacques Dominati, qui était un personnage formidable que j'aimais beaucoup, de Paris à tout prix. Et pourtant, le parrain de sa fille, c'est Jean-Marie Le Pen. Donc la frontière est ténue. Donc c'est un peu compliqué. Je m'arrange avec moi-même, quoi.
Et bien sûr, moi, la gauche de Georges Frêche n'est pas la mienne, et effectivement, j'ai aimé cet homme. Je préfère Georges Frêche à Jack Lang, vraiment beaucoup. Et pourtant, c'est pas pour ça que je voterai pour lui. C'est-à-dire que je sépare à ce moment-là le citoyen et le réalisateur. Mais Georges Frêche était aussi attachant que détestable. Et moi, je pouvais le trouver détestable et attachant successivement, même parfois simultanément. C'est-à-dire si les choses sont compliquées. Mais vraiment, je pense qu'il faut... La seule chose, c'est que si je faisais un film avec un candidat du Rassemblement national, du Front National hier, évidemment que quand on filme, forcément, on humanise. Et j'ai beaucoup aimé le film La Cravate, dont on n'a pas parlé aujourd'hui, et que j'ai trouvé très fécond, et je trouve très bien qu'il l'ait réalisé. J'aurais pas pu le faire, moi. Parce que là, c'est l'ancien militant qui serait revenu, et je me dis, voilà, c'est-à-dire que j'ai commencé ma vie politique adolescent en manifestant contre Le Pen, donc je ne peux pas, c'est comme me renier que de me retrouver à lui serrer la main, lui ou ses représentants. Et j'ai beaucoup aimé La Cravate, donc je pense qu'il faut le faire, mais moi non, voilà. Mais je peux aller jusqu'à une certaine limite, voilà, c'est celle-là. Serge Moati l'a fait. Serge, dont on connaît les convictions, il a beaucoup suivi Marine Le Pen. Et Jean-Marie. Il y avait peut-être la première question sur l'auto-mise en scène du président. Quelqu'un veut répondre? Je sais pas, j'ai l'impression qu'on l'a peut-être un petit peu couvert, mais effectivement, il y a ça, il s'inspire des séries, enfin, ils se mettent en scène, donc forcément, ils s'inspirent de ce que le cinéma et de ce que la télé font, et on a vu aussi un lancement de missiles en Corée du Nord qui était très inspiré du cinéma américain. Donc voilà, en même temps, à nous de faire évoluer notre grammaire et de raconter un peu d'autres histoires. On pourrait faire une série sur un politique qui fait sa propre série, mais on en raconterait les coulisses, c'est plus ou moins ce qu'on fait. Mais je pense qu'on voit aussi, pour encore revenir à Georges Frêche, qu'est-ce qu'on en aura parlé aujourd'hui, c'est incroyable. Voilà, il suffit que Yves il décale sa caméra de quelques degrés pour filmer Georges Frêche en plan serré dans alors qu'il est dans une représentation publique, pour que quelque chose d'autre naisse que ce qu'il a cherché à nous montrer. Donc voilà, évidemment qu'on ne doit pas raconter les mêmes histoires et de la même manière. Et s'ils ont peut-être un peu d'avance historique, qu'on garde un peu d'avance sur la grammaire audiovisuelle, quoi. Moi, j'aurais tendance à vous dire à propos de grammaire que aujourd'hui, où on a découvert un homme qui avait commencé sa carrière comme clown et comme animateur et comme humoriste, et qui est devenu le président de la République d'Ukraine et le résistant que nous voyons tous les jours à la télévision, je pense qu'on peut faire un tout petit peu attention au schéma que nous avons dans la tête. Voilà, les choses évoluent. Oui, mais c'est vrai que la politique est de plus en plus traitée comme un produit de consommation. Les gens ils s'y intéressent une fois tous les 5 ans. Ça a des vraies conséquences. Et ça, ce monde du spectacle et les séries en font partie. Alors, moi, je pense qu'il va y en avoir plein d'autres, et effectivement, qu'il y a une vraie responsabilité, et qu'il y a peut-être des trucs qui vont être produits pas très inspirants, on va dire. Mais il faudrait... si on laisse tomber la politique, si on en fait juste un produit de consommation comme un autre, moi, je pense que ça va pas sentir... Enfin, de toute façon, ça sent pas bon. Je pensais pas j'ai grandi, je suis vieille maintenant, mais avoir 2 candidats d'extrême droite c'est délirant. Un mec a été condamné de multiples fois pour incitation à la haine, qui est poursuivi. Il y a des femmes qui ont porté plainte pour agression sexuelle. Le type, il est candidat à la République française, ça pose aucun problème, même à la presse. Parce qu'il remplit des cases et qu'il a droit à un pourcentage d'occupation du temps. C'est délirant. Moi, je vais pas reprendre ce que dit Anna. Elle a plus de liberté que moi. Mais sur les histoires de Netflix et d'éventuellement confusion, il y a une phrase de Régis Debray que je trouve intelligente. Il parle de chaque époque a son iconographie, bien sûr, mais que en réalité,
les codes culturels majeurs sont ceux adoptés par les adolescents. Ceux qui, dit-il, empêchent les adolescents de dormir la nuit. Voilà. La chanson dans les années 60. C'est là que se fait la politique. La télévision dans les années 80. Pensez aux clips de Reagan, etc. C'est ça qui marque. C'est ça la forme. Et ensuite, qu'est-ce qui me vient en mémoire? Il faut que j'invente un truc pour que ça colle. 88, le clip de campagne de Mitterrand. C'est le clip publicitaire. C'est la marque de l'époque. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche les adolescents de dormir la nuit? C'est les séries. Si vous voulez, c'est pas... d'ailleurs, il n'y a pas que Macron, et il y a d'autres aussi qui, d'ailleurs, disent sur Twitter qu'ils l'ont fait avant lui. Alors, tout le monde le fait, parce que c'est l'époque. Je crois qu'il y a la culture, si vous voulez, vous ne pouvez pas faire de la politique en écartant la culture, en disant moi je suis le gardien du temps long et tout ce qui se passe autour de moi, ni je picore, ni même j'en parle, parce que tout le monde dirait de vous, vous êtes un vieux schnock, vous êtes complètement déconnecté des masses, du peuple, des électeurs, des citoyens, de ce que vous voulez, mais on aurait raison de dire ça. Donc ce mélange, je dirais, il peut être pour le meilleur comme pour le pire, mais les deux sont possibles. Je suis d'accord avec ce que dit Fabienne. Parfois, surgit de la culture, donc de la société, de bonnes idées pour le politique. Je crois, j'ai pas vu les clips en question parce que moi j'essaye de me protéger. Parce que comme j'écris pour le reste, je veux pas me laisser manger par leur propagande. Je trouve que des fois la nôtre est meilleure. Par exemple, non mais je veux dire, Anna, si vous voulez, quand elle fait un plan à 1000 milliards sur l'écologie, plan européen, dans la série, j'aimerais bien y vivre. Vous voyez, parce que je trouve que le truc respecte les codes de ce qu'est son parti, qui n'est pas le mien, mais qui est le sien. Voilà. Et pourtant, c'est crédible, possible, et ça donne envie. Vous voyez, et quand mon type du Front National, à moi, vient avec le bouquin de Mitterrand, La paille et le grain, et La baille et l'architecte, et dit à sa collaboratrice, voilà ce qu'on va faire. On va faire l'union des droites. On va faire comme Mitterrand. Le mec a tout raconté dans un journal de bord, ça dure 10 ans. Et il raconte comment il a explosé le Parti communiste en lui faisant le baiser de l'ours. On n'a qu'à faire pareil, non? Quand ça se passe, moi je suis plus mal. Mais la responsabilité, est-ce qu'il faut dire, oui, si vous voulez, ça sort un jour ou l'autre, on n'est pas plus intelligent que les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il ne faut pas non plus faire de l'autocensure sur tout, parce que sinon on fait avancer aucun débat. Il faut rentrer dedans, en parler, discuter, et je dirais, mettre ça, non pas le jeter sur la place publique, mais le poser en débat de façon la plus responsable possible. Et il faut après que les gens s'en emparent. Enfin, je crois, quoi. Je ne pense pas qu'il faille tout bétonner forcément. Je ne sais pas si actuellement, par exemple, un documentaire ou plusieurs documentaires qui se préparent qui vont sortir après la présidentielle. Je ne me suis pas du tout renseigné. D'habitude, il y en a au moins un ou deux ou trois. Il y a une BD, en parfois pas une bande dessinée. mais de la liberté qu'avait Depardon avec Giscard. Enfin, liberté, il a tellement une liberté que le film a mis 30 ans à sortir. Mais c'est compliqué parce que du moment que effectivement il y a ces clips hebdomadaires, donc voilà, la place est prise. Ils ont décidé de tout verrouiller et de faire leurs propres coulisses ou fausses confidences. Et donc quelle est la place maintenant? Après, pour plein de raisons, moi ça m'intéressait pas. D'abord parce qu'il faut filmer des visages et qu'actuellement on est très très malheureux, nous réalisateurs de cinéma direct, de filmer le réel quand les visages, même si ça commence à se démasquer, mais enfin il faut pouvoir filmer des meetings et des réunions où les gens ont tous des masques, c'est compliqué. Mais au-delà de ça, il y a une productrice qui m'a proposé de filmer la campagne de Mélenchon. J'ai dit, moi j'ai besoin d'un personnage, là incontestablement il y en a un, et j'ai besoin de la liberté. Et la liberté, incontestablement, il n'y en a pas. Enfin, je veux dire. Et la liberté Mélenchon, ça fait deux. Donc, c'était pas possible. Enfin, même si on m'a dit, mais
je vais t'adjoindre un journaliste, bon, d'accord, qui le connaît bien, et bon, donc j'ai assez vite décliné, même si le personnage de Mélenchon m'intéresse énormément. Mais voilà, quand il est allé voir le président, le film avec Fresh, il avait fait un long blog où il m'avait comparé à Leni Riefenstahl, donc je savais pas si... je me dis, on partait quand même sur de bonnes bases, voilà. et ça m'était resté, donc j'ai dit, est-ce que je le fais, que je lui demande des excuses? J'ai dit, les excuses Mélenchon, c'est un peu compliqué, donc... Et donc, je suis allé revoir la productrice, j'ai demandé aux journalistes, j'ai dit, alors, finalement, vous avez trouvé un réalisateur pour le faire, le film? Non, mais finalement, c'est l'équipe de campagne qui produit des petits films. Ben voilà, j'ai dit, c'est réglé, voilà, ils ont trouvé. En fait, c'est ça qu'ils voulaient. Donc, j'ai bien fait de passer mon tour. Et puis trouver une autre position que Gilles Perret pour l'Insoumis, c'était aussi compliqué, j'imagine, après, qui, lui, a une position ultra subjective, qui est la sienne, avec ses relations... En tout cas, pour Mélenchon, s'il doit y avoir quelqu'un qui le filme, c'est forcément quelqu'un qui vote pour lui. Voilà. Est-ce qu'on a le temps pour une autre question? Non, on n'a pas le temps. Merci beaucoup pour votre participation. Du coup... Pardon? Ok. On va avoir besoin de faire quelques photos. Je suis très heureuse d'avoir animé cette table ronde. On vient de sortir avec Revue Corrigée. Merci. On vient de sortir avec Revue Corrigée un numéro consacré à la campagne électorale en images. Donc, je suis très heureuse d'avoir pu discuter plus largement de politique et cinéma dans cette table ronde. Le numéro est en vente d'ailleurs à l'accueil du cinéma. À 17h, vous aurez la masterclass de Pierre Scholler, comme ça a été annoncé. Et puis en attendant, on vous invite à rencontrer Mathieu Sapin pour une séance de dédicace dans le hall du cinéma. Et d'ici là, on vous propose un interlude offert par la Maison du Film, puis le manifeste de l'association Moteur. Voilà, merci beaucoup et merci à vous toutes et tous. Ah, il y a des petites photos.